Bonjour chers amis, je suis Maria Elena Rodriguez, j'ai 71 ans et aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire la plus douloureuse, mais aussi la plus libératrice de ma vie. C'est une histoire où mes propres enfants m'ont laissé dans un foyer, comme si j'étais un objet usé, mais qui s'est finalement transformé en le plus beau cadeau qu'ils auraient pu me faire sans s'en rendre compte. Avant de commencer, je vous demande de cliquer sur « J'aime » sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire en précisant de quel pays vous nous regardez. Cela m'aide énormément à continuer à partager mes histoires avec d'autres personnes qui traversent peut-être quelque chose de similaire. Installez-vous confortablement et prenez votre café ou votre thé, car cette narration a de tout. Trahison familiale, larmes, mais aussi une fin que vous n'auriez jamais imaginée. Parfois, la vie nous place exactement où nous devons être, même si nous ne le comprenons pas au début. Je vais vous raconter comment, à 68 ans, lorsque je pensais que ma vie touchait à sa fin, en réalité, elle ne faisait que commencer. Je suis née ici, à Guadalajara, Jalisco, en 1954, dans une famille modeste du quartier de Santa Terre. Mon père, que son âme repose en paix, travaillait dans une usine de textile et ma mère s'occupait du foyer et de nous 5 frères et sœurs. Depuis petite, j'ai compris qu'il faut s'efforcer dans la vie et que la famille est ce qu'il y a de plus précieux. Ma mère me disait toujours « Ma petite, dans cette vie, on peut tout perdre, mais la famille sera toujours avec toi. » Quelle erreur elle avait, ma chère mère, qu'elle repose en paix. Je me suis mariée à 18 ans avec Paul Hernandez, un homme bon qui travaillait comme mécanicien dans un atelier près de la Calzada Independencia. Nous n'avions pas grand-chose, mais l'amour et les rêves abondaient. Nous habitions dans une petite maison que nous louions dans la colonie d'El Fresno. Je nettoyais des maisons pour aider aux dépenses, tandis que Raoul travaillait dur à l'atelier. Notre premier fils, Robert, est né en 1975 lorsque j'avais 21 ans. Oh là là, quelle grande joie nous avons ressentie. Puis est arrivé mon Alexandre en 1977 et enfin ma princesse, ma Gabrielle, en 1980. 3 merveilleux enfants qui sont devenus le centre de mon univers. Tout ce que je le faisais en pensant à eux, à leur offrir le meilleur, à m'assurer qu'ils ne manquent de rien, même si nous avions très peu. Permettez-moi de vous raconter comment était ma vie à cette époque. Je me réveillais à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner, faire les lunchs et organiser les uniformes. Ensuite, je courais nettoyer des maisons. J'avais 3 emplois fixes du lundi au vendredi et 2 autres le samedi. Je rentrais chez moi épuisée l'après-midi, mais je devais quand même aider avec les devoirs, préparer le dîner et laver le linge. Les dimanches, je les consacrais entièrement à eux, je les emmenais au parc et nous préparions un posole. Nous regardions des films à la télévision. Raoul était un bon père. Ne vous méprenez pas, mais comme beaucoup d'hommes de son époque, il croyait que sa seule obligation était de rapporter de l'argent à la maison. Le reste incombait aux femmes. Je devais donc pratiquement élever mes enfants seuls, travaillant sans relâche pour qu'ils puissent étudier, acheter leurs fournitures scolaires et leurs chaussures, afin qu'ils ne se sentent pas inférieurs aux autres enfants. Je me souviens bien quand Robert est entré au collège et avait besoin d'un nouvel uniforme. C'était en janvier 1988. Je m'en souviens clairement parce que le terrible tremblement de terre de 1985 venait d'avoir lieu et la situation économique était très compliquée. L'uniforme coûtait environ 15 000 anciens pesos, ce qui était une fortune pour nous à l'époque. J'ai travaillé des quarts doubles pendant 2 semaines, nettoyant des maisons supplémentaires le week-end pour pouvoir le lui acheter. Quand je le lui ai remis, Robert a à peine commenté « Merci, Ama » et est sorti en courant jouer avec ses amis. Mais je suis restée là, me sentant comme la mère la plus heureuse du monde, car mon fils allait avoir son nouvel uniforme. Les années passèrent ainsi. Mes enfants grandirent et je continuais à travailler sans relâche pour leur offrir le meilleur.
Quand Robert décida d'étudier la gestion à l'université de Guadalajara, je vendis les boucles d'oreilles en or que Raoul m'avait offertes pour notre anniversaire, les seules que je possédais, afin de couvrir son inscription. Quand Alexandre demanda un vélo pour son 15e anniversaire, j'ai travaillé pendant 3 mois dans une boulangerie la nuit pour l'obtenir. Quand Gabrielle manifesta de l'intérêt pour des cours d'anglais, parce qu'elle pensait que c'était crucial pour son avenir, j'ai arrêté d'acheter des vêtements pendant 1 année entière pour financer son cours. Je faisais tout cela avec plaisir, mes chers, parce que je croyais que c'était ce que les mères devaient faire, se sacrifier pour leurs enfants, tout donner pour eux, vivre pour les voir heureux et réussir. Ma mère m'avait appris que les enfants sont un engagement à vie, et j'y croyais aveuglément. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour il pourrait être là pour moi. En 1998, lorsque Robert avait 23 ans et venait de terminer ses études, il a rencontré Véronique, une jeune femme issue d'une famille de classe moyenne de la colonie américaine. Elle était attractive, éduquée et venait d'un foyer avec plus de ressources que le nôtre. Dès le premier instant, j'ai remarqué qu'elle me regardait avec un certain dédain, comme si j'étais inférieure à elle. Mais Robert était follement amoureux, alors je me suis contenue et j'ai essayé d'être la meilleure belle-mère possible. Ils se sont mariés en 2000 et, bien sûr, je me suis énormément endettée pour contribuer au mariage. J'ai engagé ma chaîne en or, j'ai demandé des prêts à mes sœurs et j'ai travaillé des heures supplémentaires pendant 6 mois pour offrir à mon fils une cérémonie digne de ce nom. La cérémonie était magnifique dans l'église de San José de Analco et la réception s'est déroulée dans un salon très élégant à Chapalita. Robert avait l'air incroyable dans son costume et j'étais si fière de lui. Cependant, dès qu'il s'est marié, Robert a commencé à s'éloigner de nous. Au début, ce n'était que de petites choses. Il ne venait plus manger le dimanche. Il mettait des semaines à me rappeler. Il avait toujours des engagements quand je l'invitais. Véronique trouvait toujours des excuses pour ne pas rendre visite, évoquant qu'elle avait des engagements avec sa famille, qu'ils étaient trop occupés par leur travail ou qu'ils avaient besoin de temps en couple. En revanche, Alexandre, mon deuxième fils, a choisi une voie différente. Il a déménagé à Monterrey pour étudier l'ingénierie en système et s'est ensuite installé là-bas pour travailler dans une entreprise de renom. En 2003, il a épousé une femme de la région montagneuse nommée Patricia. Bien qu'elle ait été plus compréhensive que Véronique, elle a également contribué à éloigner Alexandre de sa famille. La vie ici à Monterrey est très différente, maman, me disait-il lorsque je l'incitais à venir plus souvent. Ici, j'ai de meilleures opportunités et un salaire plus élevé. Je ne peux pas voyager constamment à Guadalajara. Gabrielle, ma chère princesse, a été celle qui est restée le plus longtemps à mes côtés. Elle a obtenu son diplôme en psychologie à l'UDG et a vécu chez moi pendant un certain temps. Cependant, en 2005, elle a rencontré un médecin nommé Fernand qui travaillait à l'hôpital civil et elle est tombée follement amoureuse de lui. Fernand était un homme accompli avec une clinique privée et a laissé entendre dès le départ qu'il n'avait pas une haute opinion des gens ordinaires comme nous. En 2006, alors que j'avais 52 ans, la vie m'a infligé le coup le plus profond que j'avais jamais expérimenté. Mon cher Raoul est décédé subitement d'une crise cardiaque. C'était un mardi matin, le 14 mars. Cette date ne s'effacera jamais de ma mémoire. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner quand tout à coup, il s'est tenu la main sur la poitrine et s'est effondré juste avant l'arrivée de l'ambulance. À ce moment-là, il était déjà trop tard. Je me suis retrouvée complètement seule, dévastée, ne sachant pas comment avancer. À 52 ans, j'étais veuve et pour la première fois de ma vie, je n'avais personne pour me guider ou me dire comment continuer. Cependant, mes enfants étaient présents pour l'enterrement. Tous les 3 sont venus, m'ont étreinte et m'ont assuré que je ne devais pas m'inquiéter, qu'ils seraient toujours à mes côtés. « Ne t'inquiète pas, maman, » m'a dit Robert.
Nous prendrons soin de toi. Alexandre m'a promis de m'envoyer de l'argent chaque mois pour que je ne manque de rien. Et Gabriel s'est engagé à rester avec moi jusqu'à ce que je me sente mieux. Mais les promesses, mes chers, sont parfois comme des nuages. Elles paraissent très belles de loin, mais quand on les touche, on se rend compte qu'elles ne sont que de l'air. Après l'enterrement, chacun est retourné à sa routine quotidienne. Robert est rentré à son mariage et à son emploi dans une compagnie d'assurance où il occupait déjà un poste de direction. Alexandre, de son côté, est retourné à Monterrey avec sa famille. Il avait déjà 2 petits-enfants. Mes petits-enfants, que je connaissais à peine à cause de la distance. Gabriel a épousé Fernand à peine 6 mois après la mort de son père. Je suis restée seule dans la petite maison du Fresno, entourée de souvenirs et avec une petite pension que me versait la sécurité sociale après la mort de Raoul. Ce n'était pas un revenu considérable, ça couvrait à peine mes besoins de base, mais je pensais que ce serait temporaire, que mes enfants viendraient à mon secours et ne me laisseraient pas seule. Au début, ils l'ont fait. Je ne peux pas mentir. Robert me rendait visite tous les 2 ou 3 semaines et m'apportait des provisions. Alexandre m'envoyait 2000 pesos par mois de manière ponctuelle. Gabriel m'appelait presque tous les jours et venait me voir quand cela lui était possible. Bien que Fernand affichait toujours une attitude de mécontentement quand elle annonçait qu'elle viendrait me voir, peu à peu, très progressivement, les choses ont commencé à changer. Les visites de Robert se sont faites moins fréquentes. « J'ai beaucoup de travail, maman, me disait-il. Véronique dit que nous devons concentrer nos énergies sur notre propre famille. Les 2000 pesos d'Alexandre se sont transformés en 100 et ensuite, ce mois-ci est compliqué, maman, mais le mois prochain, je t'enverrai le double. » En 2010, lorsque j'avais 56 ans, mes enfants avaient pratiquement disparu de ma vie. Robert apparaissait peut-être une fois par mois, et toujours avec précipitation. Alexandre m'envoyait de l'argent de temps à autre, mais de moins en moins souvent, et avec de plus en plus d'excuses. Et Gabrielle, ma princesse, habitait maintenant dans une grande maison dans un country club, et quand je l'appelais, elle avait toujours des engagements sociaux ou des réunions à l'hôpital. C'est alors que j'ai commencé à percevoir les premiers signes de ce qui allait arriver, même si je ne les ai pas compris sur le moment. Au cours de nos conversations téléphoniques, il semblait toujours pressé de se dire au revoir. Quand je partageais mes difficultés, comme le fait que le réfrigérateur était en panne, que j'avais besoin de consulter un médecin ou que je me sentais très seule, leur réponse était rapide et ils me conseillaient de trouver un moyen de régler cela. « Maman, tu es grande maintenant », j'ai entendu Gabriel dire à Fernand une fois que j'ai décidé de lui rendre visite sans prévenir. « Elle doit apprendre à être autonome. Nous ne pouvons pas nous occuper de tous ces problèmes. » Ce commentaire m'a profondément choquée, mais j'ai gardé l'espoir que les choses allaient changer. Je me répétais qu'ils traversaient une période difficile et qu'une fois que leur vie se stabiliserait, ils redeviendraient les enfants affectueux que j'avais élevés. En 2012, on m'a diagnostiqué un diabète. La maladie a été découverte lors d'un examen de routine au centre de santé et le médecin m'a averti que je devais faire attention, que c'était une condition sérieuse qui pourrait entraîner de multiples complications si je ne recevais pas un bon suivi. Cela exigeait des médicaments, un régime spécifique et des contrôles médicaux réguliers. En communiquant cela à mes enfants, tous ont montré leur inquiétude au téléphone. « Oh, maman, c'est horrible », m'a dit Robert. Cependant, il a ajouté que je ne devais pas m'inquiéter car il y avait de très bons traitements. Alexandre s'est engagé à m'aider avec les frais de santé. Gabrielle a mentionné qu'elle parlerait à Fernand pour qu'il me recommande un bon endocrinologue, mais encore une fois, les promesses sont restées sans suite. J'ai dû apprendre à gérer ma maladie par moi-même, avec l'assistance du médecin du centre et les maigres ressources que je pouvais destiner à des médicaments avec ma pension. Parfois, j'ai été contrainte de choisir entre acheter de la nourriture ou des médicaments, et presque toujours, j'ai opté pour les médicaments.
même si cela signifiait survivre plusieurs jours uniquement avec des tortillas et du sel. Les années qui ont suivi sont devenues de plus en plus difficiles. Mon diabète s'est aggravé, suivi de l'hypertension, puis de problèmes rénaux. J'ai commencé à ressentir des étourdissements fréquents, mes pieds enflaient et une fatigue extrême m'envahissait. Il y avait des jours où je ne pouvais même pas me lever du lit. Mes voisins, Madame Carmen et Monsieur Louis, qui vivaient à côté, ont été ceux qui m'ont vraiment apporté du soutien pendant ces années. Ils me conduisaient chez le médecin lorsque je ne pouvais pas y aller seule, m'apportaient des médicaments lorsque je ne pouvais pas sortir et me tenaient compagnie dans mes moments de plus grand malaise. « Ne t'inquiète pas, Maria Elena, me disait Madame Carmen, nous sommes là pour tout ce dont tu as besoin. » Il était ironique et très douloureux que des personnes que je connaissais depuis peu me traitent avec plus d'affection et de soin que mes propres enfants, que j'avais élevés avec tant d'amour et de dévouement. En 2014, à l'âge de 60 ans, il était déjà évident que mes enfants avaient pris la décision consciente de me distancer de leur vie. Robert avait réussi à gravir les échelons dans son travail et était maintenant directeur régional d'une compagnie d'assurance. Il vivait dans une belle maison à Providencia et avait 2 voitures, tandis que ses 2 enfants, mes petits-enfants, fréquentaient des écoles privées coûteuses. Mais pour lui, j'étais devenue un inconvénient, un fardeau qu'il préférait ne pas assumer. Alexandre était toujours à Monterrey, maintenant en tant que sous-directeur des systèmes dans son entreprise. Il avait également prospéré. Il avait une maison spacieuse et ses 3 enfants, que je connaissais à peine, je ne les voyais que par des photos qu'il m'envoyait de temps en temps sur WhatsApp. Et Gabrielle, ma princesse, s'était transformée en une véritable dame de la société. Fernand avait beaucoup de succès avec sa clinique et elle ne travaillait pas, se consacrant à organiser des événements caritatifs et à socialiser avec les épouses d'autres médecins. Elle vivait dans un monde qui m'était complètement étranger et je ne m'intégrais tout simplement pas dans cet environnement. Mon anniversaire de 60 ans a été particulièrement triste. Aucun de mes enfants n'est venu me voir. Robert m'a envoyé des fleurs accompagnées d'une carte qui disait « Joyeux anniversaire, maman, nous t'aimons beaucoup. » Alexandre m'a appelé vers 23 heures, juste au moment où j'allais me coucher, et m'a chanté les Mañanitas à toute vitesse avant de raccrocher, car il avait une réunion très tôt, le lendemain matin. Gabrielle m'a envoyé un message sur WhatsApp. « Joyeux anniversaire, maman. Désolée de ne pas pouvoir venir, mais Fernand et moi sommes à Cancun pour un congrès médical. Je t'appellerai quand je reviendrai. » Ce jour-là, j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis la mort de Raoul. J'ai compris que pour mes enfants, je n'étais plus une priorité, mais simplement une responsabilité inconfortable qu'ils préféraient éviter. Les années suivantes ont été un interminable grand-huit émotionnel. Il y a eu des jours où je me sentais forte et pensais que je pouvais avancer dans ma vie sans dépendre de personne, mais il y a aussi eu des jours très sombres où la solitude et la maladie m'accablaient complètement. En 2015, j'ai connu ma première crise grave de diabète. Un matin, je me suis réveillée sans pouvoir voir correctement. Tout était flou et je me sentais si faible que je ne pouvais même pas marcher. Madame Carmen m'a trouvée dans le jardin de ma maison où j'étais allée ramasser le linge que j'avais accroché pour sécher. Elle m'a rapidement emmenée à l'hôpital civil où je suis restée 3 jours. Lorsque j'ai informé mes enfants de ce qui s'était passé, ils ont tous exprimé leur inquiétude par téléphone. Robert m'a dit qu'il essaierait de venir me voir, mais qu'il traversait un moment compliqué au travail à cause de réduction de personnel. Alexandre m'a proposé de m'envoyer de l'argent pour un hôpital privé, mais quand je lui ai dit que j'étais déjà au civil et que je recevais de bons soins, il n'a pas insisté. Gabrielle a mentionné qu'elle parlerait à Fernand pour qu'il me réfère à un excellent spécialiste qu'il connaissait, mais rien n'est jamais arrivé. Aucun des 3 n'est venu me voir à l'hôpital. J'ai été hospitalisée pendant 3 jours, terrorisée et sans savoir si j'allais survivre. Mes seuls visiteurs étaient Madame Carmen, Monsieur Louis et Madame Espérance qui vivaient au coin de ma rue.
Lorsque je suis sortie de l'hôpital, j'avais une longue liste de soins à suivre. Je devais prendre des médicaments à des horaires spécifiques, faire de l'exercice léger, respecter un régime strict et assister à des examens médicaux mensuels. Le médecin a été très clair en me disant que j'avais besoin de soutien, que vivre seule avec ma situation médicale représentait un risque. Cette même semaine, je me suis tournée vers mes 3 enfants pour leur expliquer ce qui se passait. Le docteur affirme que j'ai besoin d'aide, leur ai-je dit. Je ne peux plus continuer à vivre seule avec tous ces problèmes de santé. Robert m'a dit qu'il avait discuté de la situation avec Véronique et qu'ils en étaient venus à la conclusion qu'il serait préférable que je déménage avec l'un de mes frères ou sœurs. Notre maison est trop petite, maman, m'a-t-il expliqué, bien qu'il sache qu'ils avaient une maison de 3 chambres. Il a ajouté que Véronique était très stressée par son travail et qu'elle ne pourrait pas m'aider. Alexandre a été plus direct. Maman, la distance est un inconvénient. Si tu déménages à Monterrey, tu ne connais personne, tu n'as pas tes médecins, tu n'as pas ta vie, cela serait compliqué pour tout le monde. Gabrielle a mentionné qu'elle avait envisagé l'option, mais que Fernand pensait que ce serait trop compliqué, car il voyageait souvent pour le travail et qu'elle avait besoin de soins spécialisés qu'il ne pouvait pas me fournir. En résumé, aucun des 3 ne voulait assumer la responsabilité de prendre soin de moi. Mes frères et sœurs ne pouvaient pas non plus m'offrir beaucoup de soutien. Ma sœur Rosa vivait aux États-Unis depuis 20 ans et faisait face à ses propres problèmes avec ses enfants adolescents. Mon frère Manuel était décédé d'un cancer en 2010. Ma sœur Lupita avait son mari atteint d'Alzheimer et ne pouvait plus prendre plus de responsabilités. Et mon frère cadet, Carlos, vivait dans une petite maison d'une chambre avec sa femme et leurs 2 jeunes enfants. Pendant 2016 et 2017, ma santé a continué de se détériorer. J'ai subi 2 légers infarctus qui m'ont laissé très faible et j'ai développé des problèmes de mémoire qui me causaient une grande peur. Il y a eu plusieurs fois où Madame Carmen m'a trouvée désorientée dans la rue, ne me rappelant pas comment j'étais arrivée là ou où je vivais. Chaque fois que j'avais une crise médicale, le même schéma se répétait. J'informais mes enfants. Ils exprimaient leur inquiétude par téléphone. Ils me promettaient de venir me voir dès qu'ils le pouvaient, mais ils n'apparaissaient jamais. Ils avaient toujours une justification très valable. Travail important, engagements familiaux, voyages qu'ils ne pouvaient pas annuler. À la fin de 2017, je ne pouvais plus gérer ma vie de manière indépendante. J'oubliais de prendre mes médicaments. Je me perdais quand j'allais faire les courses. J'ai eu plusieurs petits accidents à la maison, car des choses me tombaient des mains où je ne calculais pas bien les distances. Madame Carmen et Monsieur Louis étaient pratiquement devenus mes gardiens à plein temps, et je savais que ce n'était pas juste pour eux. En décembre 2017, pendant les posadas, j'ai eu une conversation très sérieuse avec mes 3 enfants via un appel vidéo sur WhatsApp. C'était la première fois depuis des mois que je voyais leurs visages en même temps. Enfants, leur ai-je dit, je ne peux plus continuer à vivre seule. Les médecins disent que c'est dangereux pour moi et mes voisins ne peuvent pas continuer à prendre soin de moi constamment. J'ai besoin de votre aide pour décider ce que nous allons faire. Il y a eu un silence gênant. Robert fut le premier à parler. « Maman, nous avons discuté entre nous 3 et nous pensons qu'il serait préférable que vous déménagiez dans un endroit où l'on puisse vous soigner professionnellement. »« Quel endroit ?» demandai-je, bien que j'avais déjà une idée de ce à quoi il faisait référence. « Une maison de retraite, maman, » dit Alexandre, « mais un très bon endroit avec des médecins, des infirmières, où vous pourrez être avec des gens de votre âge. » Gabrielle ajouta rapidement, « C'est que nous n'avons pas les connaissances médicales pour prendre soin de vous comme vous en avez besoin. Dans une maison de retraite spécialisée, vous serez beaucoup mieux. » Je suis restée complètement silencieuse. Mes enfants, que j'avais élevés avec tant d'amour, me suggéraient d'entrer dans une maison de retraite afin de me débarrasser de moi. « Je ne veux pas aller dans une maison de retraite, » leur ai-je crié,
la voix entrecoupée. « Je veux être avec ma famille, me répondit Robert avec une attitude peu compréhensive. « C'est raisonnable, maman. Nous te visiterons souvent, mais tu as besoin de soins que nous ne pouvons pas te donner. » Je leur ai demandé un temps pour réfléchir, bien que dans mon cœur, je savais déjà qu'ils avaient pris la décision sans m'inclure. Au cours des semaines suivantes, mes enfants ont insisté très fortement sur la maison de retraite. Ils m'envoyaient des informations via WhatsApp sur plusieurs centres. Ils me parlaient des avantages de vivre dans une résidence pour personnes âgées. Ils essayaient de me convaincre que c'était le mieux pour tout le monde. Je résistais, je pleurais et je suppliais qu'ils reconsidèrent leur décision. « S'il vous plaît, implorai-je, je ne veux pas être entouré d'inconnus. Je veux être avec vous, avec ma famille. » Mais ils avaient déjà fermé leur esprit. Robert m'expliqua que lui et Véronique avaient décidé de rénover leur maison et qu'il n'y aurait pas de place pour moi, au moins pendant l'année suivante. Alexandre a mentionné qu'il avait obtenu une promotion au travail qui nécessitait beaucoup de déplacements, donc il ne pourrait pas s'occuper de moi. Gabriel m'a informé que Fernand avait accepté un emploi à Houston, au Texas, et qu'ils allaient déménager là-bas pendant 2 ans. Tout cela n'était que des mensonges, mes chers. Avec le temps, j'ai compris que ce n'était que des excuses pour justifier ce qu'ils avaient déjà décidé à mon sujet. Le jour qui a changé ma vie pour toujours était le 15 février 2018. C'était un jeudi matin et je venais d'avoir 64 ans la semaine précédente. Mon anniversaire avait été incroyablement triste. Seule Madame Carmen m'avait apporté un petit gâteau qu'elle avait fait elle-même et mes enfants ne m'avaient félicité que par des messages sur WhatsApp. Ce matin-là, je me suis réveillée en me sentant particulièrement mal. J'avais eu une nuit difficile, luttant contre des douleurs dans les jambes et des problèmes respiratoires. Je prenais mon petit déjeuner, des tortillas avec des haricots, lorsque la sonnette de ma maison a retenti. En ouvrant la porte, j'ai vu Robert, vêtu de manière formelle avec un costume gris et une cravate bleue. Son expression était sérieuse, comme lorsqu'il assistait à des réunions de travail importantes. « Bonjour, maman, m'a-t-il dit, bien que cette fois, il ne m'ait pas donné d'embrassade ni de baiser comme il avait l'habitude de le faire. Peut-on discuter ? » « Bien sûr, mon fils. Entre, lui ai-je répondu, bien qu'un malaise ait commencé à grandir en moi à cause de son comportement. « As-tu déjà pris ton petit déjeuner? Voudrais-tu que je te prépare des œufs? » ?»« Non, maman, merci. J'ai déjà mangé. » Il s'est installé dans le salon, dans le fauteuil que son père utilisait pour regarder les nouvelles. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Je me suis assise en face de lui dans le petit fauteuil que j'avais acheté dans une friperie quand nous nous sommes mariés. « Que se passe-t-il, mon fils? Y a-t-il un problème? » Robert a inhalé profondément et m'a regardé dans les yeux. « Maman, nous avons pris une décision concernant ta situation. Alexandre et Gabriel sont d'accord avec moi. J'ai ressenti un nœud au ventre. »« Quelle décision? » ?»« Nous avons trouvé un très bon foyer pour toi. Ça s'appelle la résidence Guadalupana. C'est ici, à Guadalajara, dans la zone de Tlaquepaque. C'est un bel endroit, avec des jardins et du personnel médical spécialisé. »« Robert, je t'ai dit que je ne veux pas aller dans un foyer, » lui ai-je répondu, sentant mes yeux se remplir de larmes. « Maman, ce n'est pas négociable, m'a-t-il dit d'un ton froid que je n'avais jamais entendu. Ta santé est très détériorée et nous ne pouvons pas prendre soin de toi. C'est notre seule option. Mais, mon fils, je peux continuer à vivre ici. Madame Carmen m'aide et je promets de mieux prendre soin de moi. Non, maman, hier nous avons eu une réunion à 3 par visioconférence et cela a déjà été décidé. Lundi, nous t'emmènerons à la maison de retraite. Lundi. C'est dans 4 jours. Vous ne me donnez même pas le temps de me préparer. Robert se leva du fauteuil et s'approcha de la porte. Maman, moins tu auras de temps pour réfléchir, mieux ce sera pour tout le monde. Ou Alexandre viendra de Monterrey pour aider au déménagement et Gabriel sera là dimanche pour aider à emballer. Robert, s'il te plaît, lui dis-je en lui prenant le bras, ne me fais pas ça, je t'ai élevé.
Je t'ai donné tout ce que j'avais. J'ai travaillé toute ma vie pour t'offrir le meilleur. Ne m'abandonne pas comme ça. » Mon fils s'écarta doucement mais fermement de ma main. « Maman, nous ne t'abandonnons pas. Nous t'emmenons dans un endroit où ils pourront mieux s'occuper de toi que nous. Tu vas aimer cet endroit. »« Et si je n'aime pas? Et si je veux revenir ?» Et Robert garda le silence pendant quelques secondes qui semblaient interminables. « Maman, la maison de retraite est déjà payée pour une année complète. Il n'y a pas de retour en arrière. » Avec ces mots, mon fils sortit de la maison. Il me laissa dans le salon, pleurant comme une enfant abandonnée. À cet instant, je compris que pour lui et ses frères, je n'étais plus sa mère. Je n'étais qu'un problème à résoudre rapidement. Ces 4 jours devinrent les plus longs et douloureux de ma vie. Je ne pouvais ni manger ni dormir. Je ne faisais que pleurer en pensant à comment j'étais arrivée à ce point, à quel moment mes enfants avaient cessé de m'aimer, comment ils pouvaient, après tout ce que j'avais fait pour eux, se débarrasser de moi comme d'un vieux chien. Madame Carmen apprit ce qui se passait car elle entendait mes sanglots depuis chez elle. Elle vint me consoler et resta à mes côtés pendant des heures, m'enveloppant dans ses bras et m'assurant que tout irait bien. Peut-être que ce ne sera pas si mal que tu le penses, Maria Elena. Peut-être que là-bas tu feras de nouvelles connaissances, que tu te lieras d'amitié, mais je connaissais la vérité. Mes enfants se débarrassaient de moi parce que j'étais devenue un fardeau qu'ils ne voulaient plus porter. Dimanche, Gabrielle arriva avec 2 grandes valises et plusieurs cartons. Elle n'était plus la douce petite fille que j'avais élevée. Elle s'était transformée en une femme froide et efficace, qui s'adressait à moi comme si j'étais une employée à laquelle elle devait donner des instructions. « Maman, tu ne peux emporter que l'essentiel ?» me dit-elle en fouillant dans mon armoire. Dans la maison de retraite, il n'y a pas beaucoup de place pour des affaires personnelles, mais que va-t-il se passer avec mes meubles, avec mes photographies, avec les affaires de ton père? Robert s'occupera de vendre la maison et les meubles. L'argent sera destiné à payer la maison de retraite. Vont-ils vendre la maison? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mais c'est ici que j'ai vécu avec ton père. C'est ici que je vous ai élevé. Cet endroit est rempli de souvenirs. Gabrielle ne m'a même pas regardée. Elle a continué à emballer mes vêtements sans montrer la moindre émotion. « Maman, sois réaliste. Tu ne vas plus résider ici. Cela n'a pas de sens de garder une maison vide. Cette nuit-là, mon dernier moment dans la maison où j'avais été heureuse, où j'avais élevé mes enfants, où j'avais partagé tant d'années avec Raoul, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée toute la nuit, parcourant chaque recoin, touchant chaque meuble, me remémorant chaque instant significatif que j'ai vécu entre ces murs. Dans la chambre où je dormais avec Raoul, je me suis rappelé les nuits où nous restions éveillés, planifiant l'avenir de nos enfants, rêvant de les voir grandir et réussir. Dans la cuisine, je me suis remémoré les milliers de repas que j'ai préparés avec amour, les petits déjeuners avant qu'ils ne partent à l'école, les dîners où nous partagions comment s'était passée leur journée. Dans le salon, j'ai revécu les Noëls à déballer les cadeaux, les anniversaires, les après-midi à regarder la télévision ensemble. Je n'aurais jamais imaginé que mes derniers moments dans cette maison seraient si tristes et solitaires. Le lundi 19 février 2018 est arrivé comme une sentence. À 9 heures du matin, Robert et Alexandre sont arrivés dans une camionnette blanche qu'avait empruntée Robert à son travail. Alexandre était arrivé dimanche soir depuis Monterrey, mais il ne s'était pas approché de moi. Il était resté chez Robert pour mieux organiser le déménagement. En les voyant arriver, j'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Voici mes 2 fils, ces petits que j'ai autrefois tenus dans mes bras quand ils étaient bébés, à qui j'ai chanté pour les aider à s'endormir, pour qui j'ai travaillé sans relâche tant d'années. Maintenant, ils venaient me sortir de ma maison comme si j'étais une locataire indélicate. « Bonjour maman » m'a dit Alexandre, me donnant un baiser furtif sur la joue. On pouvait voir qu'il se sentait mal à l'aise, comme s'il ne voulait pas être là. « Es-tu prête » a-t-il demandé. « Prête pourquoi »
lui ai-je répondu, même si je connaissais déjà la réponse. Pour t'emmener à la maison de retraite, maman, a ajouté Robert. Ils t'attendent à 10h30. Gabriel est arrivé quelques minutes plus tard avec Fernand, qui n'était pas venu chez moi depuis des années et qui ne semblait clairement pas vouloir être présent. Il se tenait debout à la porte, observant avec dédain, comme si mon humble foyer était contagieux. « C'est tout ?» demanda Robert en désignant les 2 valises et les 3 boîtes que nous avions emballées. « Cela représente toute ma vie, lui répondis-je, et dans ma voix résonnait la profonde douleur que je portais en moi. Robert et Alexandre ont commencé à charger mes maigres affaires dans la camionnette. Gabrielle a fait le tour de la maison, apparemment pour s'assurer que nous ne laissions rien d'essentiel, bien qu'elle sache qu'en réalité, elle évaluait la valeur des meubles qu'ils prévoyaient de vendre. Une fois qu'ils eurent terminé de tout charger, Robert me dit « Allons-y, maman, nous ne voulons pas arriver en retard. » Je me suis approchée de la porte de ma maison et l'ai touchée une dernière fois. « Au revoir, petite maison, » murmurai-je doucement. « Merci pour toutes les années de bonheur que tu m'as offertes. Madame Carmen est sortie pour me dire au revoir, pleurant autant que moi. « Prends bien soin de toi, Maria Elena, » me dit-elle en m'enlaçant fermement. « Et n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. »« Merci pour tout, Carmen, » lui répondis-je. « Vous avez été une meilleure famille pour moi que mes propres enfants. » Robert a entendu cela et a affiché une expression d'agacement. « Monte dans la voiture, maman, on est déjà en retard. » Le trajet vers la maison de retraite fut le plus silencieux et le plus douloureux de ma vie. J'étais assise à l'arrière de la camionnette de Robert, entourée de mes valises, observant les rues de Guadalajara passer une dernière fois en tant que personne libre. Gabriel occupait le siège passager, envoyant des messages de son téléphone. Alexandre conduisait son propre véhicule, nous suivant. Personne ne m'adressait la parole. C'était comme si je n'existais plus pour eux. La résidence Guadalupana se trouvait dans une rue secondaire de Tlaquepaque, dans un quartier que je ne connaissais pas bien. C'était un grand bâtiment de 2 étages, peint d'une douce couleur jaune avec des grilles blanches. À l'entrée, il y avait un panneau annonçant une résidence pour personnes âgées. Assistance spécialisée 24 heures sur 24. À notre arrivée, la directrice, une femme d'environ 50 ans, nommée licenciée Patricia Mendoza, nous a accueillis. Sa gentillesse était cordiale, mais elle impressionnait plus par son professionnalisme que par sa sincérité. « Enchantée, Madame Maria Elena » me dit-elle en me tendant la main. « Nous avons parlé avec vos enfants au téléphone et tout est prêt pour votre arrivée. » Elle m'a montré les installations, la salle à manger commune, la salle de télévision, les jardins et l'infirmerie. Tout semblait propre et bien rangé, mais l'ambiance était froide et mélancolique. J'ai vu d'autres personnes âgées, assises dans des fauteuils roulants ou marchant lentement dans les couloirs, toutes avec une expression perdue sur leur visage. « Votre chambre est au 2e étage, » m'a expliqué Madame Mendez pendant que nous prenions un petit ascenseur. « Vous la partagerez avec Madame Espérance, qui est une bonne compagnie. » La chambre était assez petite, avec 2 lits, 2 tables de nuit, une armoire étroite et une salle de bain partagée. Sur l'un des lits se trouvait une femme mince d'environ 80 ans qui m'a salué avec un sourire timide. « Voici Madame Espérance Vasquez » m'a présenté la diplômée. « Espérance, je te présente Maria Elena, ta nouvelle colocataire. » Espérance avait l'air très fragile, mais ses yeux, remplis de tristesse et de douceur, étaient remarquables. « Enchantée, Maria Elena, » m'a-t-elle dit d'une voix douce. « J'espère que nous aurons une bonne relation. » Robert et Alexandre ont apporté mes valises et mes cartons à la chambre. Tout mon univers se trouvait maintenant réduit à la moitié d'une pièce que je devais partager avec une étrangère. Madame Mendez a expliqué à mes enfants les horaires de visite, les règles de la maison de retraite et leur a fourni un dossier d'information sur les services médicaux et les activités disponibles pour les résidents. « Avez-vous des préoccupations, Madame Maria Elena ?» m'a demandé la diplômée.
J'avais 1000 questions, mais la seule que j'ai pu formuler fut « À quelle fréquence mes enfants peuvent-ils me rendre visite ?» « Les visites sont tous les jours de 10h à 20h, m'a-t-elle répondu. Bien que nous vous suggérions qu'ils viennent souvent pendant les premiers jours pour faciliter votre adaptation. Robert a regardé sa montre. « Eh bien, maman, il est temps pour nous de partir. Demain, je reviendrai pour voir comment tu te sens. » Alexandre m'a donné une étreinte brève. « Prends soin de toi, maman. Tu verras, tu te sentiras très bien ici. » Gabriel m'a embrassé sur le front. « Je viendrai mercredi, mamie. Fernand m'acceptera. » Ainsi, mes 3 enfants se sont dit au revoir, me laissant là comme si j'étais un paquet dans un service de livraison. Je suis restée à la porte de ma nouvelle chambre, observant comment ils s'éloignaient dans le couloir sans jamais se retourner. Espérance s'est approchée et a mis sa main sur mon épaule. « Ne pleure pas, Maria Elena, m'a-t-elle dit. Au début, c'est compliqué, mais petit à petit, tu t'habitueras. »« Depuis combien de temps es-tu ici ?» lui ai-je demandé. « 3 ans, m'a-t-elle répondu. Mes enfants m'ont aussi amenée ici parce qu'ils ne pouvaient plus s'occuper de moi. Cette nuit-là, ma première nuit à la maison de retraite, j'ai pleuré jusqu'à ce que mes larmes s'épuisent. Espérance est restée silencieuse à mes côtés, sans essayer de me consoler avec des mots vides. Elle s'est juste assise sur son lit et m'a permis de libérer toute la douleur que j'avais à l'intérieur. Ainsi a commencé ma nouvelle étape à 64 ans en tant que résidente de cette maison de retraite, mise de côté par mes propres enfants, sans foyer, sans famille, et juste avec une chambre partagée et le cœur brisé. Les premiers jours à la maison de retraite ressemblaient à un mauvais rêve. J'avais du mal à m'habituer aux horaires, à la nourriture, au bourdonnement constant des malades, à dormir dans un lit qui n'était pas le mien, dans une chambre qui sentait le désinfectant et les médicaments. La routine était assez rigide. Je me réveillais à 6 heures du matin, prenais mon petit déjeuner à 7 heures, prenais mes médicaments à 8 heures, avait des activités récréatives à 9 heures, le déjeuner à 13 heures, une sieste obligatoire de 14 à 16 heures, le goûter à 17 heures, le dîner à 19 heures, encore une fois des médicaments à 20 heures et extinction des lumières à 21 heures. C'était comme être enfermé, mais dans un endroit réservé à ceux qui, simplement en vieillissant, sont devenus un fardeau pour leur famille. La plupart des autres résidents étaient beaucoup plus âgés que moi. Beaucoup luttaient contre la démence ou de sérieux problèmes de santé. Il y en avait qui criaient la nuit, d'autres qui ne reconnaissaient même pas leurs propres proches lors des visites, et certains qui avaient simplement renoncé à continuer à se battre, passant toute la journée assis dans leur fauteuil roulant à regarder le mur. Espérance, ma colocataire, s'est révélée être un véritable cadeau. Elle venait de Lagos de Moreno et avait travaillé comme enseignante dans une école primaire pendant 40 ans. Elle avait 3 enfants qui vivaient dans différentes villes des États-Unis et qui ne la visitaient qu'une fois par an à Noël. Au début, j'étais aussi assez en colère. Une nuit, alors que nous nous préparions à dormir, elle m'a expliqué qu'elle ne comprenait pas comment ses enfants, qu'elle avait élevés avec tant d'amour, pouvaient la laisser ainsi. Mais ensuite, j'ai compris que chaque génération est différente et qu'ils ont leur propre vie à construire, même si nous avons aussi consacré nos vies à les élever, lui ai-je dit. « Oui, mais c'était notre erreur », me répondit Espérance. Nous pensions qu'en raison de nos sacrifices pour eux, ils devaient faire de même pour nous. Cependant, la vie n'est pas ainsi. Au cours des premières semaines, mes enfants vinrent effectivement me rendre visite, bien que ce fût toujours de manière brève et pressée. Robert arrivait les mardis après le travail. Il restait environ 1 heure. Il me demandait comment j'allais, m'apportait quelques fruits ou friandises et s'en allait en disant qu'il devait rentrer tôt car Véronique l'attendait. Alexandre est venu 3 fois durant le premier mois, chaque fois le week-end, car en semaine, il était très occupé par son emploi. Il restait un moment, parlait de ses enfants, me montrait des photos sur son téléphone,
puis disait qu'il devait retourner à Monterrey car il avait d'importantes réunions le lundi matin. Gabrielle fut celle qui me rendit visite le plus souvent au début, mais elle était toujours accompagnée de Fernand qui, de toute évidence, ne voulait pas être là. Il restait dans la salle de visite, ne montait jamais dans ma chambre et Fernand ne cessait de regarder sa montre ou de répondre à des appels professionnels. Au bout de 3 mois, les visites avaient considérablement diminué. Robert commençait à venir tous les 15 jours. Alexandre avait complètement cessé de venir. Il ne m'appelait qu'une fois par semaine et Gabrielle venait une fois par mois, cette fois sans Fernand. Au 6e mois, Robert ne venait qu'une fois par mois. Alexandre m'appelait tous les 15 jours et Gabrielle avait commencé à m'envoyer des messages sur WhatsApp au lieu de me rendre visite. Il était évident que le dilemme de ce qu'il fallait faire avec maman avait déjà été résolu pour eux. J'étais dans un endroit sûr où je recevais des soins professionnels et ils pouvaient poursuivre leur vie sans se soucier de moi, mais quelque chose d'intéressant a commencé à se produire autour du 4e mois à l'asile. J'ai commencé à mieux connaître les autres résidents et j'ai découvert que beaucoup d'entre eux avaient des histoires fascinantes. Il y avait une femme nommée Refuge qui avait travaillé comme couturière toute sa vie et confectionné des robes pour de nombreux artistes reconnus dans les années 1960 et 1970. Ses mains étaient extraordinaires et, bien qu'elle souffrît d'arthrite, elle pouvait encore créer de belles pièces. Il y avait aussi M. Aurélien, un musicien qui avait appartenu à un célèbre groupe de mariachi et qui jouait encore de la guitare avec une beauté impressionnante. Chaque après-midi, quand elle se présentait dans le jardin, la maison de retraite s'emplissait de musique et de joie. De plus, j'ai rencontré Madame Lucie, qui avait été propriétaire d'une boulangerie extrêmement prospère pendant 30 ans et qui savait encore faire le meilleur pain sucré que j'ai jamais goûté. Et il y en avait beaucoup d'autres, un homme qui avait été mécanicien d'avion, une femme qui avait travaillé comme secrétaire du gouverneur, un autre homme qui avait eu une boucherie renommée et une dame qui avait exercé comme infirmière durant les épidémies des années 80. Tous partageaient quelque chose en commun avec moi. Ils avaient été des personnes actives, précieuses et influentes dans leur communauté. Et maintenant, leur famille les avait envoyés à la maison de retraite parce qu'ils devenaient encombrants. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose de vraiment significatif. Bien que nos familles nous aient laissés de côté, nous n'étions pas morts. Nous possédions encore des connaissances, de l'expérience et le désir de vivre. Nous étions comme une bibliothèque humaine, regorgeant de sagesse que personne n'exploitait. C'est à ce moment-là qu'une idée m'est venue. Une idée qui allait changer ma vie, à jamais. L'idée s'est présentée un après-midi de juin 2018, alors que j'étais à la maison de retraite depuis 4 mois. J'étais assise dans le jardin avec Madame Refuge et Monsieur Aurélien, écoutant comment il interprétait une magnifique chanson de Jean-François Lemoine. Tout à coup, Monsieur Aurélien s'est arrêté et nous a dit « Vous savez ce qui me fait le plus mal d'être ici? Ce n'est pas le fait que mes enfants m'aient abandonné. Ce qui fait le plus mal, c'est que toute la musique que j'ai en moi, chaque morceau que je connais, et toutes les histoires des lieux où j'ai joué vont mourir avec moi. Mes petits-enfants ne savent même pas que leur grand-père était musicien. » Madame Refuge a poussé un profond soupir. Je ressens la même chose. J'ai de magnifiques vêtements. J'ai des motifs uniques que j'ai développés en 40 ans de travail et tout cela est sur le point de disparaître parce que plus personne n'a envie d'apprendre. Espérance a ajouté, j'ai enseigné à plus de 1000 enfants à lire au cours de ma carrière d'enseignante. J'apprécie des méthodes d'enseignement qui sont vraiment efficaces. Mais maintenant, me voilà, simplement assise à regarder la télévision toute la journée. À ce moment-là, quelque chose s'est éclairé dans mon esprit. Et si cela ne devait pas rester ainsi, leur ai-je dit, et si au lieu de rester ici à attendre la mort, nous utilisions tout ce que nous savons pour créer quelque chose d'utile? Comme quoi? M'a demandé M. Aurélien. Je n'ai pas encore la réponse, lui ai-je répondu. Mais il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire,
quelque chose qui nous redonne un sens d'utilité, qui nous fasse sentir vivants à nouveau. Cette nuit-là, je n'ai pas pu trouver le sommeil en pensant à ce que nous avions discuté. Le lendemain, j'ai commencé à parler avec d'autres résidents au sujet de leur vie passée, des choses qu'ils savaient faire, des talents qu'ils avaient. J'ai découvert des merveilles. Monsieur Jacques avait été électricien pendant 45 ans et il savait encore comment réparer n'importe quel appareil électrique. Madame Carmen avait travaillé comme cuisinière dans un restaurant très célèbre et connaissait des recettes délicieuses que plus personne ne préparait. Monsieur Michel avait été jardinier et pouvait faire pousser n'importe quel type de plante. Doña Espérance, l'autre Espérance, pas ma colocataire, avait été comptable et avait l'esprit très vif pour les chiffres. Nous étions au total 47 résidents dans l'asile et chacun avait des connaissances ou des compétences qui pourraient être précieuses dans le monde extérieur. Mais le défi était de savoir comment canaliser tout ce potentiel. Nous étions confinés dans l'asile. Nos familles nous avaient oubliés et la société nous considérait comme des déchets humains n'ayant plus de valeur. C'est Madame Lucie, qui avait eu la boulangerie, qui m'a donné le premier indice sur la façon dont nous pourrions commencer. Maria Elena m'a dit un après-midi, pendant que nous travaillions dans l'atelier de loisirs créatifs. Vous savez qu'il y a une école primaire pas loin d'ici qui demande constamment de l'aide pour ses programmes. Vraiment? Lui ai-je demandé. Oui, ma nièce y travaille comme secrétaire. Elle m'a dit qu'ils ont toujours besoin de personnes pour les aider dans les activités périscolaires, mais qu'il manque de budget pour embaucher des professeurs spécialisés. C'est alors que j'ai commencé à formuler une idée dans mon esprit. Cette même semaine, j'ai demandé l'autorisation à Mme Mendès d'appeler l'école primaire Benito Juárez, qui se trouve à environ 6 rues de l'Asile. J'ai parlé avec la directrice, Mme Rosine Hernandez, et lui ai exposé ma proposition. « Madame, lui dis-je, dans l'asile, nous avons de nombreux résidents avec une vaste expérience dans différents métiers et professions. Ne serait-il pas bénéfique que nous allions partager avec les enfants sur nos métiers, sans aucun coût, juste pour la satisfaction d'enseigner? » Madame Rosine a montré un grand intérêt. En effet, nous sommes toujours à la recherche d'activités intéressantes pour les enfants. Quel type de métier connaissez-vous? Oh, je lui ai parlé de Monsieur Aurélien et de sa musique, de Madame Refuge et de la couture, de Monsieur Jacques et de l'électricité, et de Madame Lucie et de la boulangerie. La maîtresse s'est montrée très enthousiaste. Que diriez-vous de venir vendredi prochain? Nous pourrions organiser une activité où chacun expliquerait aux enfants son métier. Les enfants seront fascinés. Quand j'ai partagé l'invitation avec mes collègues de l'asile, l'excitation était palpable. Monsieur Aurélien s'est immédiatement proposé d'apporter sa guitare pour offrir une petite présentation aux enfants. Madame Refuge a dit qu'elle pourrait apporter quelques tissus et leur apprendre des points de couture de base. Monsieur Jacques voulait apporter des petits outils pour leur montrer comment fonctionne l'électricité, mais il y avait un inconvénient. Comment allions-nous sortir de l'asile? Les résidents ne pouvaient pas sortir seuls. Nous avions besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Je suis allée parler à Madame Mendès pour demander son autorisation. Au début, elle a été assez réticente. Madame Maria Elena, je reconnais vos nobles intentions, mais notre responsabilité est d'assurer votre sécurité. Nous ne pouvons pas permettre aux résidents de sortir comme cela. Mais, madame, ai-je insisté, nous ne souhaitons pas aller à la cantine ni au casino. Nous voulons visiter une école primaire pour aider les enfants. Qu'est-ce qui pourrait être dangereux là-dedans? Après avoir insisté et reçu un appel de confirmation de la directrice de l'école, Madame Mendès a finalement consenti, mais sous certaines conditions. Seuls 5 résidents pouvaient participer, nous devions être accompagnés par une infirmière de l'asile et nous aurions un maximum de 2 heures à l'extérieur. Le vendredi 13 juillet 2018 a été l'un des jours les plus excitants que j'ai vécu depuis mon arrivée à l'asile. Nous sommes partis à 9 heures du matin. Monsieur Aurélien a apporté sa guitare,
Madame Refuge une valise pleine de tissus et de grosses aiguilles, Monsieur Jacques une boîte avec des petits outils, Madame Lucie quelques pains sucrés qu'elle avait cuisinés dans la cuisine de l'asile, et moi, impatiente d'être à nouveau utile. L'école primaire Benito Juárez était un bâtiment simple de 2 étages, peint en bleu et blanc. Il nous attendait dans la cour principale, organisée par niveau, du 1er au 6e. En nous voyant arriver, ils ont commencé à applaudir et à crier de joie. « Les grands-parents sont enfin arrivés !» s'est exclamé un enfant de 2e année. « Ils vont nous apprendre des choses !» ajouta une petite fille de 4e. Madame Rosine nous a présentés à tous les enfants et ensuite, chacun de nous a eu la chance d'interagir avec différents groupes. Monsieur Aurélien a eu le plus de succès. Il s'est assis sur une chaise au centre de la cour, a sorti sa guitare et a commencé à jouer les Mañanitas. Immédiatement, tous les enfants se sont regroupés autour de lui, chantant et applaudissant. Puis il a interprété La Llorona, El Rey et Mexico lindo y querido. Les enfants étaient émerveillés de voir ses doigts se déplacer sur les cordes et plusieurs lui ont demandé s'il pouvait leur enseigner. Doña Refuge a installé son atelier de couture dans une salle de classe. Elle a appris aux enfants plus âgés à enfiler des aiguilles, à faire des points simples et à coudre des boutons. Bien que les filles montrent un intérêt particulier, certains garçons se sont également impliqués avec enthousiasme. Monsieur Jacques a réalisé une démonstration d'électricité de base en utilisant des ampoules, des fils et des piles. Les enfants étaient abasourdis de voir comment il allumait une ampoule en la reliant à une pile avec des fils. « C'est de la magie !» s'est exclamé un garçon de 1re année. Madame Lucie a enseigné à quelques petits à faire du pain et leur a distribué les pains sucrés qu'elle avait apportés. Les enfants, jamais exposés auparavant au processus de fabrication du pain, étaient captivés par la façon dont cela se faisait. J'ai parlé à un groupe d'enfants de 5e et de 6e année de l'importance de l'effort et de la dévotion. J'ai partagé des histoires de ma vie, de comment j'ai lutté pour élever mes enfants, de la satisfaction que m'a procuré la construction d'une famille avec amour et dévouement, mais le plus beau, c'était de voir les sourires sur les visages des enfants. Ils montraient un intérêt sincère pour ce que nous leur enseignions. Ils posaient des questions intelligentes, demandaient plus de récits, voulaient toucher les instruments et expérimenter avec les outils. À la fin de notre visite, les enfants nous ont entourés pour prendre congé. Beaucoup nous ont embrassés et d'autres nous ont offert des dessins qu'ils avaient faits. Certains ont demandé quand nous reviendrions. « Vous avez été les meilleurs professeurs que nous ayons jamais eus », a crié une fille de 3e année. « Nous voulons que vous veniez chaque semaine », a exclamé un garçon de 2e année. Sur le chemin du retour à l'asile, nous avons voyagé tous les 5 dans un silence total, mais c'était un silence plein de bonheur. Après des mois à se sentir inutiles, comme un fardeau pour la société, nous venions de découvrir que nous avions encore beaucoup à offrir. Je n'avais pas ressenti cette joie depuis des années, m'a confié Monsieur Aurélien. Les enfants m'ont rappelé pourquoi j'aimais tant enseigner, ajouta Doña Refuge. Cette nuit-là, alors que je restais allongée dans mon lit à l'asile, j'ai commencé à concevoir un projet bien plus ambitieux qu'une simple visite occasionnelle à l'école. J'ai commencé à rêver de la manière dont nous pourrions transformer cette expérience en quelque chose de durable, quelque chose qui donnerait un sens et une direction à nos vies. Sans m'en rendre compte, ce jour-là a marqué le début de ma transformation d'une vieille dame sans abri dans un asile à une femme en quête d'une mission. Après le succès de notre première visite à l'école, l'ambiance dans l'asile a changé radicalement. Les 5 personnes qui avaient assisté ne cessaient de partager ce que nous avions vécu, et cela a éveillé l'intérêt d'autres résidents à s'impliquer aussi. « Puis-je venir la prochaine fois ?» me demanda Madame Carmen, celle qui avait travaillé comme cuisinière. « Je pourrais apprendre aux enfants à faire des tortillas à la main. » Et Monsieur Michel ajouta, « Je pourrais leur enseigner le jardinage. Pourrions-nous planter des graines à l'école? » L'atmosphère dans l'asile
était complètement renouvelée. Au lieu de rester assis à regarder la télévision ou à nous lamenter sur nos douleurs, tout le monde était maintenant concentré sur ce qu'il pouvait enseigner. Quelles connaissances pouvait-il partager? Cependant, je savais que pour assurer la viabilité à long terme de cette initiative, il était nécessaire de mieux nous organiser. Nous ne pouvions pas dépendre uniquement de la volonté de Madame Mendès pour sortir de l'asile une fois par mois. C'est Espérance, ma colocataire, qui m'a fourni l'idée fondamentale. Pourquoi ne pas formaliser cela? Me suggéra Maria Elena une nuit. Si cela devient un programme officiel de l'asile, l'administration devra nous soutenir. Elle avait raison. Nous devions aborder cette question de manière professionnelle. Dans les semaines suivantes, nous avons commencé à travailler sur une proposition formelle. Avec la collaboration de Doña Espérance, la comptable, nous avons élaboré un plan méticuleux que nous avons appelé « Programme d'échange intergénérationnel, sagesse en action ». L'idée était simple, mais elle avait un grand potentiel. Les résidents de l'asile se proposaient de réaliser des ateliers gratuits dans des écoles, des centres communautaires et d'autres institutions transmettant leurs connaissances et expériences aux générations plus jeunes. Nous avons élaboré un inventaire de tous les talents que nous avions dans l'asile. Monsieur Aurélien, avec son talent pour la musique et le chant. Script texte. Doña Refuge, experte en couture et tricot. Monsieur Jacques, qui enseignait l'électricité de base. Madame Lucie, une maîtresse en boulangerie et pâtisserie. Madame Carmen, avec son expérience en cuisine traditionnelle mexicaine. Monsieur Michel, qui partageait ses connaissances en jardinage et culture des plantes. Doña Espérance, qui était comptable, était responsable des mathématiques de base et de la gestion de l'argent. Et Espérance, ma camarade, a enseigné des techniques d'enseignement et de lecture. Don Raoul enseignait la menuiserie de base et Doña Solange, qui avait été infirmière, s'est consacrée aux premiers secours. Ainsi, nous avons complété une liste de 23 résidents avec des compétences particulières. De plus, nous avons créé un calendrier d'activités, des méthodes d'évaluation et même conçu des certificats simples que nous pouvions remettre aux enfants participant à nos ateliers. La proposition consistait en 15 pages écrites à la main, étant donné qu'aucun d'entre nous ne savait utiliser un ordinateur, illustrées avec des dessins réalisés par Doña Refuge pour représenter les différentes activités. Le défi était de savoir comment présenter cette proposition. Madame Mendès était gentille, mais aussi assez conservatrice et réticente aux changements ou complications. J'ai choisi d'utiliser une stratégie que j'avais apprise au fil de mes années de travail, commencer doucement, prouver que cela fonctionne et ensuite demander un soutien officiel. D'abord, j'ai persuadé Madame Mendès de nous permettre de faire une seconde visite à l'école primaire, cette fois avec 10 résidents au lieu de 5. Je lui ai expliqué que la directrice avait été enchantée par notre première visite et nous avait invités formellement à revenir. La seconde visite a été encore plus réussie que la première. Cette fois-ci, nous avons apporté des matériaux spécifiques pour chaque atelier. Monsieur Michel a apporté des graines et de petits pots pour apprendre aux enfants à planter. Madame Carmen a apporté de la pâte et des ingrédients pour préparer des tortillas avec les enfants. Doña Solange leur a partagé des techniques de premiers secours de base en utilisant des poupées de pratique. Les petits étaient fascinés. La directrice, Madame Rosine, a été tellement impressionnée qu'elle a demandé une réunion privée avec moi. Madame Maria Elena m'a dit « Ce que vous faites est admirable. Les enfants n'ont pas cessé de parler de vos ateliers. Plusieurs parents m'ont demandé quand vous reviendrez. Nous sommes très heureux d'entendre cela, maîtresse, ai-je répondu. Cela nous apporte également une grande satisfaction. Que me proposez-vous? J'aimerais vous suggérer quelque chose. Que diriez-vous si nous établissons cela chaque semaine? Nous pourrions avoir un jour fixe, disons, les vendredis, où vous viendrez animer vos ateliers. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Vraiment,
Maîtresse, chaque semaine. D'accord, mais avec une condition. Nous devrions formaliser cela via le système éducatif. Il faudrait intégrer ces activités comme partie du programme scolaire. Et que devrions-nous faire pour y parvenir? Nous devrions élaborer une proposition formelle pour la direction de l'école et vous devrez être officiellement enregistrés en tant que bénévoles éducatifs. Cette nuit-là, je suis retournée à l'asile avec un objectif clair. Nous devions formaliser notre programme, non seulement pour l'école, mais aussi pour l'asile. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai travaillé plus que je ne l'avais fait depuis des années. Avec le soutien d'Espérance et de Madame Espérance, nous avons affiné notre proposition, la peaufinant et préparant une présentation pour Madame Mendès, mais avant de lui présenter la proposition, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Appeler mes enfants pour qu'ils m'aident avec quelque chose de vraiment important pour moi. D'abord, j'ai contacté Gabrielle. « Ma fille, lui ai-je dit, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de très significatif. »« Que se passe-t-il, maman? »« D'accord, tu as besoin de quelque chose de médical. » L'inquiétude était évidente dans sa voix, mais simplement au cas où il y aurait une urgence. Non, ce n'est pas médical, mais un projet que nous menons ici à l'asile. Je lui ai expliqué tout le programme, les visites à l'école et la proposition que nous avions créée. Gabrielle a écouté en silence. « Maman, m'a-t-elle dit à la fin de mon explication, ça a l'air très joli, mais tu ne penses pas que tu te compliques la vie. Elles sont ici pour se reposer, pas pour travailler. Mais Gabrielle, ce n'est pas du travail. Cela me fait me sentir utile. Ça me redonne vie. Oh, maman, et si tu te blesses ou tombes malade avec tout ce travail? Nous t'avons mise ici pour que tu sois tranquille et bien soignée. » La conversation ne s'est pas déroulée comme je l'avais anticipé. Gabrielle ne comprenait pas pourquoi c'était si crucial pour moi. Ensuite, j'ai appelé Robert. Sa réaction a été encore plus négative. « Maman, pourquoi as-tu besoin de t'impliquer dans ces problèmes? Tu as déjà payé tes dettes envers la société. Tu as travaillé toute ta vie. Maintenant, c'est le moment de te reposer. Mais Robert, je me sens bien. Je me sens pertinente en faisant cela. Maman, s'il te plaît, ne te complique pas la vie. À l'asile, on prend bien soin de toi. Tu as de la nourriture, des médicaments et ta chambre. Que veux-tu de plus? » Alexandre était un peu plus compréhensif, bien qu'il n'arrivait pas non plus à saisir la pertinence de ce que nous faisions. « Ça va, maman, si ça te rend heureuse, mais ne te fatigue pas trop, d'accord? » Aucun de mes 3 enfants ne comprenait que je voulais plus que d'être bien soignée et tranquille. J'aspirais à continuer à être une personne productive, utile, avec un but. Cependant, leur manque de soutien, au lieu de me décourager, renforçait ma détermination. S'ils n'allaient pas soutenir ma nouvelle mission dans la vie, je la porterais seule. Le 15 août 2018, j'ai demandé un rendez-vous formel avec Madame Mendès pour lui présenter notre proposition. Je suis arrivée à son bureau avec un dossier contenant notre plan de 15 pages, des lettres de recommandation du directeur de l'école primaire et même des témoignages écrits d'enfants ayant participé à nos ateliers. « Madame, lui ai-je dit, j'aimerais vous soumettre une proposition qui a le potentiel de transformer la vie de tous les résidents de cet asile. » Madame Mendès m'a écouté attentivement pendant que je détaillais le programme. Je lui ai montré la documentation, partagé les témoignages des enfants et exposé les bénéfices que cela pourrait apporter tant aux résidents qu'à la communauté. À la fin de ma présentation, la licenciée a gardé le silence pendant quelques minutes qui ont semblé interminables. « Madame Maria Elena, m'a-t-elle finalement répondu. Votre proposition est assez intéressante, cependant, il y a de nombreux aspects légaux et administratifs que nous devrions évaluer. La responsabilité d'avoir des résidents en dehors de l'asile, les assurances, les permis sont des questions importantes. Madame, je l'ai interrompue. Nous ne vous demandons pas de résoudre tous les problèmes immédiatement. Nous vous demandons simplement votre soutien pour mettre cela en œuvre officiellement. Et si quelque chose tourne mal, que se passe-t-il si un résident se blesse? Et s'il y a un problème avec les enfants?
Madame, nous avons déjà réalisé cela à 2 reprises et tout s'est parfaitement bien passé. De plus, regardez comment les résidents ayant participé ont changé. Monsieur Aurélien ne passe plus ses journées plongées dans la tristesse. Madame Refuge a plus d'énergie que jamais. Nous sommes tous plus heureux et en meilleure santé. C'était une réalité. Les résidents qui avaient apprécié les visites à l'école ont montré un changement notable dans leur humeur, leur énergie et même leur santé physique. Madame Mendes m'a demandé quelques semaines pour étudier la proposition et la consulter avec la direction centrale de l'ensemble des maisons de retraite auxquelles appartenait la résidence Guadalupana. Ces 2 semaines ont semblé une éternité. Chaque jour, plusieurs résidents me demandaient s'il y avait des nouvelles concernant la proposition. L'attente au sein de la maison de retraite était palpable. Enfin, le 30 août, Madame Mendes m'a appelé dans son bureau. « Madame Maria Elena » m'a-t-elle dit. J'ai parlé avec mes superviseurs et j'ai également consulté nos avocats. J'avais un nœud dans l'estomac. À son ton, il semblait que les nouvelles ne seraient pas favorables. La réponse a été positive. Nous allons mettre en œuvre votre programme comme projet pilote. Je n'ai pu contenir mon émotion. J'ai commencé à pleurer de joie à cet instant dans son bureau, mais elle a continué. Cela devait se faire sous certaines conditions très spécifiques. Elle m'a expliqué les exigences. Seuls les résidents disposant d'une autorisation médicale explicite pouvaient participer. Il devait toujours y avoir une supervision du personnel de la maison de retraite. Les activités devaient être limitées à des institutions éducatives officielles et nous devions soumettre des rapports mensuels sur toutes les activités. Les conditions m'importaient peu. L'essentiel était que nous avions obtenu l'aval officiel. Cet après-midi-là, j'ai convoqué tous les résidents intéressés dans le jardin de la maison de retraite pour leur partager la nouvelle. Lorsque j'ai annoncé que notre programme avait reçu l'approbation officielle, la joie était indescriptible. Monsieur Aurélien a commencé à jouer les Mañanitas à la guitare. Madame Refuge a exclamé « Vive !» et tout le monde a commencé à applaudir et à s'enlacer. Pour la première fois depuis mon arrivée à la maison de retraite, je me suis sentie véritablement vivante. J'avais un but, une mission, quelque chose de significatif à faire pour le reste de ma vie. Et ce qui était le plus extraordinaire, c'est que j'avais réussi cela grâce à ma propre détermination, sans dépendre de mes enfants, ni de l'approbation de quiconque d'autre que moi-même. Le programme d'échange intergénérationnel, Sabiduria en action, a commencé officiellement le vendredi 7 septembre 2018. Ce jour-là, 12 résidents de la maison de retraite se sont rendus à l'école primaire Benito Juárez pour notre première séance officielle en tant que bénévoles éducatifs. La transformation a été immédiate et spectaculaire. Les vendredis étaient redevenus le jour le plus attendu de la semaine pour chacun d'entre nous. Chaque résident avait une spécialité et un groupe d'enfants qui lui était assigné. L'organisation était impeccable. Monsieur Aurélien animait son atelier de musique avec des enfants de tous les niveaux. Doña Refuge dirigeait le cercle de couture avec les plus grandes filles. Monsieur Jacques donnait des cours de sciences de base à travers des expériences sur l'électricité. Cependant, ce qui était le plus frappant, c'était de voir comment les enfants nous attendaient chaque vendredi. En arrivant à l'école, ils nous accueillaient avec des cris de joie. « Nos professeurs spéciaux sont enfin là !» Ils avaient commencé à nous appeler les vieux sages, un titre qui nous remplissait de fierté. En octobre, nous avions déjà une liste d'attente d'enfants désireux de se joindre à nos ateliers. La directrice, Madame Rosine, nous a demandé de considérer l'idée de venir 2 fois par semaine en raison de la forte demande, mais il y avait quelque chose d'encore plus merveilleux qui se passait. D'autres foyers et institutions avaient commencé à entendre parler de notre programme et voulaient le mettre en œuvre. Madame Mendes recevait pratiquement chaque jour des appels de directeurs d'autres foyers
demandant comment ils pouvaient établir des programmes similaires. En novembre 2018, nous avons reçu une invitation qui a tout changé. Le ministère de l'Éducation de Jalisco souhaitait que nous présentions notre programme lors d'un congrès d'éducation communautaire. Madame Maria Elena, me dit Madame Mendes, c'est d'une grande envergure. Des responsables du gouvernement, des directeurs d'école de tout l'État et des médias seront présents. Au début, la peur m'a envahi. J'avais 64 ans, j'avais une éducation primaire et j'avais passé ma vie à travailler comme femme de ménage. Que pouvais-je faire en parlant à un congrès devant des gens si importants? Mais Espérance m'a motivée, disant qu'il était essentiel de le faire. Maria Elena me disait, ce n'est plus seulement à propos de nous. Si notre programme réussit ici, il peut être reproduit dans tout l'État, peut-être même dans tout le pays. Imaginez tous ces adultes âgés qui se sentent abandonnés dans les foyers, se sentant inutiles. Nous pouvons leur montrer qu'il existe une autre façon de vivre cette étape de la vie. Elle avait raison. Cela était devenu quelque chose de bien plus grand que mes problèmes personnels. Le 15 novembre 2018, 5 résidents de la maison de retraite avons voyagé à Guadalajara pour présenter notre programme lors du congrès d'éducation communautaire. C'était la première fois depuis des mois que je sortais de la région de Tlaquepaque et j'ai été impressionnée de voir à quel point la ville avait changé. Le congrès s'est tenu dans un hôtel très luxueux dans la zone de Providencia. À mon arrivée, je me suis sentie un peu submergée par tous les participants, des fonctionnaires en costumes élégants, des recteurs d'université, des chercheurs avec des références impressionnantes. Mais quand est venu notre tour de présenter, quelque chose de magique s'est produit. Au lieu de me sentir intimidée, je me suis sentie investie de pouvoir. J'avais quelque chose de précieux à partager, quelque chose que ces universitaires n'avaient pas. Une expérience concrète sur la façon de transformer des vies. Bonjour, j'ai commencé mon intervention. Je m'appelle Maria Elena Rodriguez. J'ai 64 ans et jusqu'il y a 8 mois, j'étais simplement une parmi des milliers de personnes âgées abandonnées dans des maisons de retraite, attendant la mort sans but ni espoir. L'auditorium est resté totalement silencieux. Aujourd'hui, je suis ici pour vous raconter comment un groupe de personnes âgées, considérées comme inutiles, a développé un programme qui non seulement nous a redonné dignité et sens à la vie, mais qui impacte aussi positivement l'éducation de centaines d'enfants. Au cours des 20 minutes suivantes, j'ai partagé notre histoire, comment tout a commencé, les défis auxquels nous avons fait face, les réussites que nous avons obtenues. Monsieur Aurélien a joué une brève mélodie à la guitare. Donia Refuge a montré quelques travaux de couture réalisés par les enfants et Monsieur Jacques a réalisé une petite démonstration d'électricité. À la fin de notre présentation, l'auditorium s'est levé et nous a offert une ovation chaleureuse qui a duré plusieurs minutes. Par la suite, plusieurs personnes sont venues s'informer sur le programme et demander des informations sur la façon de le reproduire dans leur communauté. Mais la plus grande surprise est survenue à la fin du congrès. Le secrétaire à l'éducation de Jalisco, le licencié Carlo Lomelli, s'est approché de nous personnellement pour nous féliciter. Madame Maria Elena m'a dit « Ce que vous avez créé est exactement le type d'innovation éducative dont nous avons besoin dans notre État. Seriez-vous intéressé à transformer cela en un programme officiel du gouvernement de l'État? » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Un programme officiel. Oui, nous voulons mettre en œuvre le programme Sabiduria en action dans 50 écoles primaires de l'État en tant que projet pilote. Vous seriez les coordinateurs généraux et vous recevrez un soutien financier pour mettre en œuvre le programme. Cette nuit-là, à l'hôtel où nous étions logés, après des mois à dormir dans une chambre d'asile, l'excitation m'a empêché de trouver le sommeil. En moins de 8 mois, je suis passée d'une vieille dame sans abri à la coordination d'un programme éducatif d'État. Cependant, la reconnaissance ou l'opportunité économique n'étaient pas les plus importants. Ce qui comptait vraiment,
c'était que nous avions prouvé que les personnes âgées ne sont pas des déchets de la société. Nous sommes des bibliothèques humaines pleines de sagesse, d'expérience et de connaissances dont les nouvelles générations ont besoin. En revenant à l'asile le lendemain, nous avons été accueillis comme des héros. Madame Mendès avait décoré l'entrée avec une pancarte disant « Bienvenue, ambassadeur de la sagesse ». Tous les résidents nous attendaient dans le jardin, applaudissant et acclamant avec joie. Cette nuit-là, j'ai appelé mes 3 enfants pour leur partager ce qui s'était passé. Pour la première fois depuis des mois, ils ont montré un intérêt sincère pour ce que je faisais. « Vraiment, maman », m'a dit Robert. « Le gouvernement de l'État veut que vous coordonniez un programme officiel. »« Oui, fils, ils vont mettre en œuvre notre programme dans 50 écoles. »« Oh, maman, quelle fierté !» m'a commenté Gabriel. « Et vous allez recevoir un salaire. » C'est pourquoi ils accordent un soutien financier, mais ce n'est pas ce qui est vraiment important. L'essentiel, c'est que nous réussissons à faire en sorte que de nombreux adultes âgés se sentent à nouveau valorisés. Alexandre a été celui qui a été le plus étonné. « Maman, c'est incroyable! Qui aurait imaginé que vous deviendriez fonctionnaire du gouvernement à 64 ans? » La première fois qu'on m'a emmenée à l'asile, j'ai entendu de la fierté dans les voix de mes enfants. Je n'étais plus seulement la maman qui était à l'asile, mais la maman qui révolutionne le domaine éducatif à Jalisco. Bien que, au fond de moi, je savais que ce succès, je le devais à moi-même, à ma ferme décision de ne pas abandonner, à mon refus d'accepter que ma vie était terminée, juste parce que mes enfants m'avaient laissé derrière. En décembre 2018, nous avons signé l'accord formel avec le ministère de l'Éducation de Jalisco. Le programme Sabiduria en action a été officiellement constitué comme une politique publique de l'État et j'ai été nommée coordinatrice générale de celui-ci. Avec le soutien financier du gouvernement, nous avons pu officialiser nos activités, former davantage de personnes âgées d'autres établissements et créer des matériaux éducatifs professionnels pour nos ateliers. En mars 2019, notre programme était déjà en fonctionnement dans 25 écoles de 10 municipalités différentes au Jalisco. Plus de 200 personnes âgées étaient impliquées en tant que bénévoles éducatifs et plus de 3000 enfants profitaient de nos ateliers. Ma vie avait complètement changé. Je n'étais plus une résidente de l'établissement qui passait ses journées devant la télévision, attendant des visites qui n'arrivaient jamais. Maintenant, j'avais un emploi du temps chargé, des réunions importantes et de vraies responsabilités. Mais le plus beau, c'était l'impact que nous avions sur d'autres personnes âgées. Chaque semaine, nous recevions des lettres à l'établissement d'hommes et de femmes de tout l'État, racontant comment le programme avait transformé leur vie, comment ils avaient retrouvé un sens à leur vie et comment ils se sentaient à nouveau valorisés. Une lettre que je n'oublierai jamais était celle de Doña Espérance, de Martinez de Zapopan, qui avait 71 ans et souffrait de dépression dans un établissement depuis 2 ans. Madame Maria Elena, grâce à votre programme, je me sens à nouveau vivante. J'ai été comptable pendant 40 ans et je pensais que toutes mes connaissances n'avaient plus de valeur, mais maintenant j'enseigne les mathématiques de base à des enfants du primaire et ils me considèrent comme une enseignante importante. Je ne me sens plus comme un fardeau, je me sens utile, nécessaire et valorisée. Ces lettres touchaient mon cœur et me confirmaient que nous avions vraiment accompli quelque chose d'important. À la mi-2019, le programme Sagesse en action avait dépassé nos attentes les plus optimistes. Nous ne nous contentions plus de fonctionner au Jalisco. D'autres États ont commencé à adopter des versions du programme et nous avons reçu des invitations pour le présenter lors de congrès nationaux et internationaux. Cependant, le changement le plus significatif dans ma vie personnelle est survenu en août 2019, lorsque j'ai célébré mes 65 ans. Pour la première fois depuis que je suis arrivée à l'établissement, mes 3 enfants sont venus ensemble
me rendre visite pour mon anniversaire. Et ce n'est pas tout, ils sont venus avec toute leur famille. Robert est arrivé avec Véronique et leurs 2 enfants, qui avaient alors 16 et 14 ans. Alexandre a voyagé depuis Monterrey avec Patricia et leurs 3 enfants de 18, 15 et 12 ans. Et Gabriel est venu avec Fernand et leurs 2 petites filles de 8 et 6 ans. C'était la première fois en plus de 5 ans que toute ma famille était réunie au même endroit. La différence, c'est que cet endroit était maintenant le jardin de la maison de retraite et non plus notre maison familiale qui avait été vendue sans me consulter. Mais quelque chose avait fondamentalement changé dans la dynamique familiale. Je n'étais plus la mère abandonnée au foyer qui inspirait la culpabilité et la pitié. Maintenant, j'étais la grand-mère qui apparaît dans les journaux, la coordinatrice d'un programme gouvernemental, la femme qui révolutionne l'éducation, et mes petits-enfants qui auparavant à peine me connaissaient, me regardent désormais avec admiration et curiosité. Le plus âgé, le fils de Robert, m'a demandé « Grand-mère, est-ce vrai que vous collaborez avec le gouverneur? » « Pas exactement avec le gouverneur, lui ai-je précisé, chérie, mais nous sommes en contact avec le gouvernement de l'État pour aider d'autres grands-parents comme moi. » Ma petite fille de 15 ans, la fille d'Alexandre, a commenté « Grand-mère, ma professeure de civisme a montré une vidéo sur votre programme en classe. J'ai dit à tout le monde que vous êtes ma grand-mère et ils ont été très impressionnés. C'était ironique. Mes propres petits-enfants me connaissaient davantage à travers les médias que par les visites familiales. Pendant la célébration qui a eu lieu dans le salon principal de la maison de retraite, avec un gâteau que Madame Lucie avait préparé spécialement pour l'occasion, j'ai remarqué que mes enfants se comportaient d'une manière totalement différente. Ils ne parlaient plus avec ce ton condescendant que les adultes adoptent souvent envers les personnes âgées. Ils me parlaient avec respect, admiration et même un peu de fierté. « Maman, » a dit Robert pendant le toast, « nous voulons nous excuser. » Un silence malheureux s'installa. Ce n'était pas quelque chose que je m'attendais à entendre. « Quand nous t'avons amené ici, » continua-t-il, « nous pensions que c'était le mieux pour toi, mais nous avons réalisé que peut-être nous n'avions pas compris ce dont tu avais vraiment besoin. » Gabriel ajouta, « Nous croyions que tu voulais de la tranquillité, sans souci. » Nous ne savions pas que ce que tu désirais était de continuer à te sentir utile. Alexandre fut plus direct. « Maman, nous sommes très fiers de tes réalisations. Nous n'aurions jamais imaginé que tu avais tout ce potentiel de leadership. » Ces paroles m'ont provoqué des sentiments partagés. D'un côté, j'étais heureuse de savoir qu'ils étaient fiers de moi, mais de l'autre, cela me faisait mal qu'il ait fallu arriver à ce moment pour qu'ils me voient comme quelqu'un de capable et de précieuse. « Mes enfants, leur ai-je dit, j'ai toujours eu cette capacité. Le problème est que vous ne m'avez jamais donné l'occasion de le prouver. Pendant toutes les années où j'ai travaillé pour vous soutenir, vous m'avez seulement perçu comme la maman qui s'occupe, pas comme une personne avec ses propres talents et aspirations. La conversation est devenue un peu tendue, mais elle était nécessaire. Pour la première fois depuis longtemps, nous parlions avec sincérité de ce qui s'était passé dans notre famille. Robert m'a demandé « Maman, es-tu en colère contre nous de t'avoir amenée ici ?» Et c'était une question compliquée à répondre. D'une part, l'abandon a été extrêmement douloureux et a à jamais changé la perception que j'avais de vous. D'autre part, si vous ne m'aviez pas amenée à l'asile, je n'aurais jamais eu l'opportunité de développer le programme qui a transformé ma vie. Robert, ai-je réfléchi avant de répondre? Je suis en colère à propos de la façon dont vous l'avez fait. Je suis en colère parce que vous avez pris cette décision sans me consulter, parce que vous m'avez traité comme un objet à ranger quelque part. Cependant, je ne peux pas être en colère contre le résultat, car ici, j'ai trouvé mon véritable but de vie. Véronique, qui était restée très silencieuse pendant toute la conversation, a finalement pris courage pour parler. «
Madame Maria Elena, je veux m'excuser personnellement. Cela a beaucoup influencé la décision de Robert et maintenant je comprends que je me suis trompée. C'était la première fois que Véronique me présentait des excuses et aussi la première fois qu'elle m'appelait Madame Maria Elena au lieu de juste Madame. La célébration de mon anniversaire s'est transformée en une sorte de réconciliation familiale, mais selon de nouveaux termes. Je n'étais plus la matriarche qui dépendait de ses enfants pour survivre. Maintenant, j'étais une femme indépendante, réussie, avec sa propre vie et ses réalisations. À la fin de l'après-midi, alors qu'il se préparait à partir, Gabriel m'a posé une question qui m'a surprise. « Maman, aimerais-tu revenir vivre avec l'un de nous? Maintenant que Fernand et moi avons une maison plus grande, pourrions-nous aménager une chambre pour toi? » La question que j'avais tant désiré entendre pendant ma première année à l'asile, à ce moment-là, me provoquait des émotions contradictoires. « Gabriel, ai-je répondu, il y a 1 an et demi. » Cette question aurait été la seule chose que je souhaitais entendre au monde. Mais maintenant, ma vie est ici. Mon travail est ici. Mes collègues sont ici. Mon but est ici. Mais n'avez-vous pas envie d'avoir votre propre chez vous? Ne voulez-vous pas être avec votre famille? Ma fille, j'ai appris que la famille ne se compose pas seulement de ceux qui partagent votre sang. Ma famille englobe désormais Espérance, Monsieur Aurélien, Madame Refuge et tous les résidents de l'asile qui m'ont accompagné dans ce cheminement. Et ma maison n'est pas juste un espace physique. Mon foyer est là où je peux être précieuse et faire une différence. Je crois que mes enfants ont été surpris par cette réponse. Ils pensaient que j'allais être très émue à l'idée de sortir de l'asile, mais en réalité, l'asile n'était plus une prison pour moi. C'était devenu mon centre d'opération, l'endroit d'où je transformais des vies. Cette nuit-là, après le départ de mes enfants, je suis restée dans le jardin de l'asile, contemplant tout ce qui avait changé dans mon existence. Il y a exactement 1 an et demi, j'étais arrivée à cet endroit en me sentant comme un déchet humain. Maintenant, je me sentais comme une femme émancipée, avec un but et un impact authentique sur le monde. Espérance s'est assise à mes côtés sur un banc dans le jardin. « Comment te sens-tu après la visite de tes enfants? » m'a-t-elle demandé. « Je me sens entière, lui ai-je répondu. Je n'ai plus besoin de leur approbation pour me sentir précieuse. Je n'ai pas besoin qu'ils me sauvent. Je peux les aimer sans en dépendre. C'est de la sagesse, m'a-t-elle dit. Il nous a fallu 65 ans pour l'apprendre, mais enfin, nous y sommes parvenus. Elle avait raison. À 65 ans, j'avais enfin appris à me valoriser, peu importe ce que les autres pensaient de moi, même mes propres enfants. Fin 2019, ma vie avait changé au point que parfois, j'ai du mal à croire que tout cela s'est passé en moins de 2 ans. Le programme Sagesse en action était déjà en cours dans 8 États du Mexique, bénéficiant à plus de 100 personnes âgées et 15 000 enfants. Nous avions reçu des distinctions de la part du gouvernement fédéral, d'organisations internationales et même de l'UNESCO, qui manifestaient de l'intérêt pour étudier notre modèle afin de le reproduire dans d'autres pays d'Amérique latine. Mais ce qui était le plus significatif de toutes ces reconnaissances, c'était le changement que je voyais chaque jour chez les personnes âgées qui participaient au programme. Des personnes qui étaient arrivées dans les asiles avec un sentiment de désespoir, se sentant inutiles, trouvaient désormais des raisons de se lever chaque matin, de prendre soin de leur santé et d'être fiers de qui elles étaient. En janvier 2020, j'ai reçu une invitation qui a surpassé toutes mes attentes. L'Institut national des personnes âgées, INAPAM, m'avait désigné pour le prix national au mérite des personnes âgées, la reconnaissance la plus prestigieuse que le gouvernement mexicain accorde aux personnes de mon âge. La cérémonie de remise des prix a eu lieu au Palais national à Mexico, en présence du président de la République. Lorsque j'ai reçu la notification officielle, je n'arrivais pas à y croire.
Moi, Maria Elena Rodriguez, qui suis arrivée à la maison de retraite en me sentant complètement jetable, allait maintenant recevoir un prix national des mains du président. Le jour de la cérémonie, le 28 août 2020, je me suis rendue à Mexico, accompagnée d'Espérance, de M. Aurélien, de Dame Refuge et de Madame Mendès. C'était ma première fois au Palais national et j'étais émue à l'idée de toute l'histoire qui s'était déroulée entre ces murs. Quand vint mon tour de recevoir le prix, le maître de cérémonie annonça « Prix national au mérite des personnes âgées » dans la catégorie Innovation sociale. Maria Elena Rodriguez Hernandez, grâce au programme Sabiduría en Acción, a transformé la participation des personnes âgées dans l'éducation communautaire. Je me suis dirigée vers le podium, les jambes tremblantes d'émotion. Le président m'a remis une médaille précieuse et une reconnaissance officielle. Quand il m'a demandé de dire quelques mots, l'auditoire, rempli de fonctionnaires, d'ambassadeurs et de personnalités éminentes, est tombé dans un profond silence. « Monsieur le Président, chers invités, » commençai-je d'une voix tremblante mais ferme. Il y a exactement 2 ans et demi, j'étais une femme de 64 ans, ayant été abandonnée dans un asile par mes propres enfants, me sentant inutile, invisible, comme un fardeau pour la société. Je pouvais voir des visages d'étonnement dans le public. Ils ne s'attendaient pas à ce que je commence mon discours de manière aussi crue et personnelle. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour célébrer mon succès personnel, mais pour montrer qu'il existe un trésor caché au Mexique. Des millions de personnes âgées que la société a classées comme improductives, mais qui sont en réalité des bibliothèques vivantes de connaissances et d'expériences. J'ai continué à parler pendant 5 minutes sur l'importance de ne pas gaspiller le potentiel des personnes âgées, sur l'urgence de transformer la perception de la société à notre égard. En concluant mon discours, tout l'auditoire s'est levé et a applaudi pendant plusieurs minutes. Après la cérémonie, plusieurs médias se sont approchés pour m'interviewer. Une journaliste de Televisa m'a demandé « Madame Maria Elena, quel message aimeriez-vous transmettre aux personnes âgées du Mexique? Que ce n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie ?» Je lui ai répondu que l'abandon familial ne signifie pas la fin de notre but, que nous pouvons transformer la douleur en pouvoir, la solitude en service et le rejet en une nouvelle possibilité de briller. Cette interview est devenue virale sur les réseaux sociaux. Au cours des semaines suivantes, nous avons reçu des milliers de lettres et de messages de personnes âgées de tout le pays qui avaient vu l'interview et souhaitaient participer à des initiatives similaires dans leur communauté. Mes enfants, bien sûr, ont regardé la cérémonie à la télévision. Ce soir-là, tous les 3 m'ont appelé pour me féliciter. « Maman, m'a dit Robert, quand nous t'avons vu là avec le président, Véronique et moi n'avons pas pu nous empêcher de pleurer de fierté. Oui, maman, a ajouté Gabriel. Fernand a commenté. Ta maman est maintenant plus reconnue que moi et c'est vrai. Tu es devenue une figure publique de portée nationale. Alexandre a été le plus ému. Maman, désolée d'avoir douté de toi. Pardonne-moi de ne pas avoir compris plus tôt de quoi tu étais capable. Ces mots ont touché mon cœur, mais je n'avais plus besoin de leur approbation pour être fière de moi. C'était réconfortant d'entendre leur reconnaissance. Cependant, mon estime de moi ne dépendait plus de leur perception. D'ici la fin de 2020, malgré les difficultés causées par la pandémie, notre programme avait connu une croissance impressionnante. Nous avons adapté nos activités pour se réaliser de manière virtuelle quand cela était nécessaire et avons créé une plateforme digitale où des personnes âgées de tout le pays pouvaient donner des cours en ligne à des enfants de communautés éloignées. Notre impact ne s'est pas limité au Mexique. L'Organisation des États américains nous a invités à présenter notre modèle lors d'un congrès hémisphérique sur le vieillissement actif. Des universités d'Espagne, d'Argentine et de Colombie étaient intéressées à étudier notre programme pour mettre en œuvre des versions adaptées dans leur région.
Cependant, pour moi, l'accomplissement le plus significatif n'était pas la reconnaissance internationale, mais de voir la transformation quotidienne chez les adultes. Parmi les seniors qui faisaient partie de notre programme, il y avait Don Alberto, 78 ans, qui avait traversé une dépression dans une maison de retraite à Zapopan pendant 3 ans et qui dirigeait désormais des ateliers de menuiserie dans 5 écoles différentes, ou Doña Maria, 69 ans, qui avait tenté de mettre fin à ses jours après avoir été abandonnée par ses enfants et qui était devenue la maîtresse de cuisine traditionnelle la plus reconnue du programme. Chacune de ces histoires de transformation renforçait ma conviction que nous avions créé quelque chose de véritablement innovant, un modèle où le vieillissement n'impliquait pas le déclin de la productivité, mais le début d'une nouvelle phase de service et de sens. En 2021, lorsque j'ai eu 67 ans, mes fils ont organisé une fête surprise dans un élégant salon de Guadalajara. Ils ont invité plus de 100 personnes, y compris des fonctionnaires du gouvernement, des directeurs d'école, des collègues de la maison de retraite et même quelques enfants qui avaient participé à nos premiers ateliers. C'était totalement différent de mon 65e anniversaire célébré dans le jardin de la maison de retraite. Maintenant, j'étais l'invité d'honneur d'une commémoration publique reconnue comme une figure significative dans la communauté éducative de Jalisco. Pendant la célébration, Robert a pris le micro pour faire un discours. Il y a 3 ans, mon frère et moi avons décidé d'emmener notre mère dans une maison de retraite car nous croyions qu'elle ne pouvait plus s'occuper d'elle-même, qu'elle n'avait plus rien à apporter à la société, a-t-il dit. Un silence inconfortable s'est installé parmi les invités. Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, nous voulons reconnaître publiquement que nous avions complètement tort. Notre maman n'avait pas besoin de soins, elle avait besoin que nous croyions en elle. Elle n'avait pas besoin de se retirer de la vie, elle avait besoin d'une nouvelle chance de briller. Robert a commencé à pleurer en parlant. « Maman, pardonne-nous d'avoir été si aveugles. Pardonne-nous de ne pas avoir vu tout le potentiel que tu avais en toi. Pardonne-nous de t'avoir sous-estimé. » À la fin de son discours, il s'est approché pour m'embrasser. C'était la première fois depuis de nombreuses années que je le voyais pleurer. « Mon fils, lui ai-je dit, vous avez pris les décisions que vous pensiez justes avec les informations que vous aviez à ce moment-là. Je ne peux pas vous pardonner, car il n'y a rien à pardonner, mais je peux vous en remercier, m'a-t-il demandé avec surprise. Oui, pour m'avoir permis de découvrir jusqu'où je pouvais aller. Si vous ne m'aviez pas emmené à la maison de retraite, je n'aurais jamais développé ce programme. Je n'aurais jamais découvert mon véritable but dans la vie. C'est vrai. Bien que l'abandon initial ait été douloureux, il était nécessaire à ma transformation. Si j'avais continué à vivre comme la mère qui nécessite de l'attention, je n'aurais jamais pu développer mon potentiel en tant que leader, innovante et agente de changement social. Cette nuit-là, en rentrant à l'asile après la célébration, je me suis assise sur mon lit pour réfléchir à tout ce que j'avais vécu. En 3 ans, je suis passée d'une femme abandonnée et plongée dans la dépression à une figure publique reconnue à l'échelle nationale. Pourtant, au-delà de cette reconnaissance extérieure, ce qui importait vraiment était le changement intérieur. J'avais retrouvé mon estime de moi, mon but, ma passion pour la vie, l'espérance qui, à mes 83 ans, restait mon allié et ma meilleure confidente. Je lui ai demandé comment je me sentais maintenant que mes enfants me reconnaissent publiquement. « Je me sens complète », lui ai-je répondu, non pas parce qu'ils me reconnaissent, mais parce que je m'étais déjà reconnue moi-même. En décembre 2021, j'ai reçu une offre que je n'aurais jamais imaginée. Le gouvernement fédéral m'a proposé le poste de directrice nationale des programmes de vieillissement actif, avec des bureaux à Mexico et un salaire à la hauteur. C'était une opportunité incroyable d'étendre notre programme à l'échelle nationale et d'avoir un impact sur la vie de millions de personnes âgées à travers le pays. Mais accepter signifiait quitter Guadalajara, abandonner l'asile qui était devenu ma maison et dire au revoir à mes compagnons qui étaient devenus ma véritable famille. Pendant des semaines, j'ai réfléchi à la proposition.
J'ai parlé à Espérance, à Monsieur Aurélien, à Madame Refuge. J'ai également discuté avec mes enfants qui m'ont offert leur soutien inconditionnel pour toute décision que je choisirais de prendre. Finalement, j'ai décidé de refuser l'offre. Mon endroit était à Guadalajara, avec la communauté que j'avais bâtie à l'asile, coordonnant le programme qui avait été à l'origine de mon travail. J'ai dit au fonctionnaire fédéral qui m'a fait la proposition que c'était un honneur d'être considéré pour ce poste, mais que j'avais déjà trouvé ma place dans le monde. Mon travail s'effectue ici avec cette communauté depuis cette base. D'ici 2022, le programme Sabiduría en Acción avait déjà été mis en place dans les 32 États du Mexique, avec plus de 5000 seniors agissant en tant qu'éducateurs bénévoles et plus de 80 000 enfants bénéficiant des ateliers. Nous avions accompli ce qui semblait être un défi impossible, changer la perception sociale des personnes âgées. Nous n'étions plus considérés comme des fardeaux ou des obstacles, mais comme des ressources précieuses pour l'éducation et le développement communautaire. Cependant, le changement le plus significatif était sur le plan personnel. À mes 68 ans, j'étais une femme entièrement transformée par rapport à celle qui était arrivée à l'asile 4 ans plus tôt. Je me sentais confiante, fière de mes accomplissements et consciente de ma valeur, peu importe ce que les autres pouvaient penser. Mes enfants me rendaient maintenant visite, fréquemment, mais la dynamique avait radicalement changé. Ils ne venaient plus par obligation ou culpabilité. Ils venaient parce qu'ils appréciaient vraiment ma compagnie, qu'ils étaient fiers de moi et qu'ils souhaitaient entendre parler de mes projets et aventures. Mes petits-enfants, qui à peine me connaissaient avant, me considéraient désormais comme une figure inspirante. Plusieurs d'entre eux ont commencé à s'impliquer en tant que bénévoles juniors dans notre programme, aidant à organiser des ateliers et des activités. La maison qu'ils avaient vendue quand ils m'ont amené à l'asile ne me causait plus de nostalgie. L'asile était devenu mon véritable foyer, non seulement parce qu'on y avait laissé, mais parce que c'était l'endroit où j'avais vécu un nouveau départ. Actuellement, alors que je partage ce récit, j'ai 71 ans et je continue de résider dans la résidence guadalupana. Non pas parce que je n'ai pas d'autre endroit où aller, mais parce qu'ici, j'ai mon centre d'opération, ma base à partir de laquelle j'organise un programme qui a un impact sur la vie de milliers de personnes à travers le Mexique et dans plusieurs pays d'Amérique latine. Chaque matin, je me réveille à 5h30, non pas parce que les infirmières de l'asile l'exigent, mais parce que j'ai des vidéoconférences programmées avec des coordinateurs de programmes en Colombie et en Argentine. À 7h30, je prends mon petit déjeuner avec les résidents de l'asile, planifiant les activités de la semaine. À 9h, je me rends à mon bureau dans le centre de Guadalajara, où je collabore avec une équipe de 15 personnes chargée de coordonner des programmes dans tout le pays. Le vendredi, je continue à donner des ateliers à l'école primaire Benito Juárez, où tout a commencé. Les enfants de cette institution me connaissent déjà sous le nom de maîtresse Maria Elena et plusieurs de ceux qui ont assisté à nos premiers ateliers sont maintenant au collège, mais continuent de venir me rendre visite pour me parler de leur progrès scolaire. Monsieur Aurélien, qui a maintenant 68 ans, reste le coordinateur des ateliers de musique. Doña Refuge, âgée de 76 ans, dirige un programme de formation en couture pour les femmes en situation vulnérable. Espérance, ma compagne de chambre éternelle, a pris le rôle de coordinatrice des programmes d'alphabétisation pour les personnes âgées. Nous continuons tous de vivre dans la maison de retraite, mais plus comme des résidents passifs attendant la mort. Nous sommes une communauté active, un réseau de soutien mutuel, une famille choisie qui partage un but et une passion pour la vie. Mes enfants et moi avons reconstruit notre relation sur de nouvelles bases. Robert, qui a maintenant 49 ans, s'est tellement engagé dans notre programme qu'il a décidé de quitter son emploi dans une compagnie d'assurance pour fonder une consultance axée sur les programmes de vieillissement actif. Il travaille directement avec moi et nous avons bâti une relation professionnelle très solide, en plus de notre lien familial. Alexandre continue de vivre à Monterrey,
mais me rend visite une fois par mois, apportant toujours des projets et des idées pour développer notre programme en utilisant la technologie. Son expertise en système a été essentielle pour créer notre plateforme numérique. Gabrielle a quitté Fernand il y a 2 ans. Il semble que leur mariage n'était pas aussi idyllique qu'il n'y paraissait et elle vit actuellement à Guadalajara avec ses 2 filles. Elle est la coordinatrice de la communication et des relations publiques de notre programme et il est incroyable d'observer sa passion lorsqu'elle travaille sur quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Mes petits-enfants, qui ont maintenant entre 12 et 24 ans, me voient d'une toute autre manière. Je ne suis plus la grand-mère qui était à la maison de retraite, mais la grand-mère qui apparaît à la télévision, celle qui connaît le gouverneur, celle qui a un impact sur le monde. Pourtant, ce qui est le plus précieux, au-delà de la reconnaissance externe, c'est la relation que j'ai cultivée avec moi-même. À 71 ans, j'ai enfin découvert que ma valeur en tant que personne ne dépend pas de l'opinion des autres, même pas de celle de mes propres enfants. Ma valeur vient de l'intérieur, de ma capacité à contribuer, à créer et à faire la différence dans le monde. La leçon la plus significative que j'ai apprise au fil des ans est qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer, pour découvrir de nouveaux talents et trouver un nouveau but dans la vie. La souffrance due à l'abandon que j'ai éprouvé au début est devenue la meilleure occasion que j'ai eue de comprendre de quoi je suis vraiment capable. Quand d'autres personnes âgées me demandent comment surmonter l'abandon de leur famille, je leur répète toujours la même chose. Ne t'attends pas à ce que les autres te donnent de la valeur. Cherche-la en toi-même. N'attends pas que d'autres te donnent un but. Crée-le toi-même. N'attends pas que quelqu'un vienne te sauver. Sauve-toi toi-même. Le programme Sagesse en action a évolué d'un simple projet personnel à un mouvement social qui change la perception et le traitement des personnes âgées en Amérique latine. Nous avons démontré que vieillir n'est pas une maladie à traiter, mais une étape de la vie pleine de potentiel et d'opportunités. Chaque jour, je reçois des lettres et des messages de personnes âgées qui ont révolutionné leur vie en participant à notre programme. Des femmes qui avaient perdu l'espoir et qui dirigent maintenant des ateliers de cuisine. Des hommes qui se sentaient inutiles et qui enseignent désormais des métiers traditionnels à de jeunes apprentis désireux d'apprendre, des grands-parents qui ont été oubliés par leur famille et qui sont maintenant admirés comme des professeurs et des mentors dans leur communauté. Il y a quelques semaines, une femme de 74 ans de Oaxaca m'a écrit « Madame Maria Elena, grâce à votre exemple, j'ai compris que le rejet de mes enfants n'était pas la fin de mon histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Je gère maintenant un programme d'éducation nutritionnelle dans ma communauté et je me sens plus utile et heureuse que jamais dans ma vie. » Ces lettres confirment chaque jour que nous avons fait quelque chose de juste, qu'il vaut la peine de continuer à se battre, que chaque jour de travail dans ce programme est un investissement dans la dignité et le potentiel de millions de personnes âgées. Mon récit n'est pas simplement l'histoire d'une femme abandonnée dans un foyer qui a trouvé une nouvelle vie. C'est sur la capacité que nous possédons tous, à tout âge, de transformer la souffrance en pouvoir, la solitude en service et le rejet en une nouvelle opportunité de briller. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour découvrir des talents inconnus. Il n'est jamais trop tard pour trouver votre véritable but dans la vie. Il n'est jamais trop tard pour montrer au monde et à vous-même ce dont vous êtes vraiment capable. Croyez en vous-même. N'attendez pas que d'autres vous sauvent. Sauvez votre propre vie. Le programme Sagesse en action n'est plus seulement mon initiative. C'est devenu un mouvement social qui transforme la perception et le traitement des personnes âgées en Amérique latine. Nous avons démontré que le vieillissement n'est pas une maladie à guérir, mais une phase de la vie remplie de possibilités et d'opportunités. Chaque jour, je reçois des lettres et des messages de personnes âgées qui ont changé leur vie en participant à notre programme. Des femmes qui avaient perdu tout espoir et qui dirigent désormais des ateliers de cuisine,
des hommes qui se sentaient inutiles et qui enseignent maintenant des métiers traditionnels à de jeunes apprenants enthousiastes, des grands-parents qui avaient été délaissés par leur famille et qui sont maintenant valorisés en tant qu'éducateurs et mentors dans leur communauté. Il y a quelques semaines, une femme de 74 ans de Oaxaca m'a écrit « Madame Maria Elena, grâce à votre exemple, j'ai compris que le rejet de mes enfants n'était pas la fin de mon histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Maintenant, je coordonne un programme d'éducation nutritionnelle dans ma communauté et je me sens plus utile et heureuse que jamais dans ma vie. Ces lettres me confirment chaque jour que nous prenons les bonnes décisions, que cela vaut la peine de continuer à lutter, que chaque journée de travail sur ce projet est un investissement dans la dignité et le potentiel de millions de personnes âgées. Mon histoire ne se résume pas à être une femme abandonnée dans un foyer qui a trouvé une nouvelle vie. Il s'agit de la capacité que nous avons tous, à tout âge, de transformer la souffrance en force, la solitude en service et le rejet en une nouvelle opportunité de briller. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour découvrir des talents que vous ne saviez pas que vous aviez. Il n'est jamais trop tard pour trouver votre véritable but dans la vie. Il n'est jamais trop tard pour prouver au monde et à vous-même de quoi vous êtes vraiment capable. À toutes les femmes qui m'écoutent, en particulier celles qui ont un âge similaire au mien ou qui s'en rapprochent, je veux partager ce qui suit. Vous n'êtes pas des déchets de la société. Vous n'êtes pas un fardeau pour vos proches. Ce sont de véritables bibliothèques vivantes, remplies de sagesse, d'expérience et de connaissances que le monde désire ardemment. Ne laissez personne, ni vos enfants, ni la société, ni vous-même, vous faire croire que votre utilité touche à sa fin. Votre utilité ne fait que commencer. Les années les plus brillantes peuvent encore être à venir, si vous avez le courage de revendiquer votre pouvoir, votre but et votre place dans le monde. Et si vos familles vous ont abandonné, comme mes enfants m'ont laissé, rappelez-vous ceci. Vous pouvez créer de nouvelles familles, trouver de nouveaux objectifs et construire de nouvelles vies. L'abandon peut être douloureux, mais il peut aussi offrir une libération. Cela peut être l'occasion dont vous aviez besoin pour redécouvrir qui vous êtes vraiment sans être limité par les attentes des autres. À 71 ans, vivant dans une maison de retraite, je me sens plus heureuse, plus accomplie et plus fière de moi-même qu'à mes jours de mère et d'épouse dévouée. J'ai découvert ma véritable identité à 68 ans et depuis lors, chaque journée est une nouvelle aventure, un nouveau défi et une nouvelle opportunité de grandir. Alors, je vous en prie, mes chers, ne vous découragez jamais. N'acceptez pas que votre histoire soit arrivée à sa fin. Ne laissez pas les autres vous dire quelle doit être votre place dans le monde. Votre place est celle que vous choisissez et vous pouvez la transformer autant de fois que vous le souhaitez, peu importe votre âge. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous servira d'inspiration pour écrire vos propres récits de transformation et d'autonomisation. Et rappelez-vous, il est toujours temps de commencer le chapitre le plus significatif de vos vies.